Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Connaissance. Je suis Melvin et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Kylian Eggen que je vais vous présenter rapidement. Euh, donc il nous vient de la Belgique, YouTuber, c'est la chose peut-être pour laquelle vous le connaissez, mais il a beaucoup d'autres casquettes à son actif. Sur sa chaîne, on a un peu plus de 100 000 abonnés, presque 150 000 maintenant, 200 vidéos et presque 10 années de participation active sur la sphère YouTube. Donc, c'est quand même un sacré parcours là-dessus. Évidemment, on le voit moins, mais c'est aussi quelqu'un qui pratique le sport de façon assidue depuis une bonne quinzaine, voire vingtaine d'années. Des performances assez incroyables dont on parlera tout à l'heure et surtout une longévité qui force le respect. Merci Kylian d'être venu sur notre chaîne. Et juste avant de te laisser la Merci à parole toi. pour te présenter, je commence toujours par une phrase qui m'inspire dans le cadre de ce podcast. Et aujourd'hui, c'est une phrase de Bouddha qui dit: La patience est la clé de l'évolution, de la force intérieure, de la persévérance et de la sagesse. Et c'est notamment grâce à ta patience et ton approche très méthodique et progressive que j'ai découvert ton travail. Je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Déjà, merci à toi pour l'invitation, pour me permettre de parler de tout ce que j'aurais raconté. Pour moi, donc, c'est Kylian Hagen, donc Hagen, pas Hagen. Kylian Ok. Hagen. Je fais de la muscu depuis 15 ans maintenant, quasi 15 ans tout rond. Dès que j'ai commencé la muscu, en fait, moi, je me suis directement intéressé à tout ce qu'il y avait à savoir pour essayer de progresser au mieux. Et je me suis rapidement rendu compte que pour progresser correctement, la première chose, c'est de faire en sorte qu'on puisse fonctionner, qu'on puisse évoluer sur le long terme. Donc l'aspect santé est en réalité vraiment le facteur déterminant pour la progression en musculation. Parce que bon, on va pas prendre du muscle, donc c'est l'objectif généralement en musculation. Et par contre, c'est quelque chose que le corps, c'est un petit peu comment dire, un plaisir, une demande de luxe. Donc, avoir un corps plus musclé, le corps, au-delà d'une certaine musculature, il n'en a pas nécessairement besoin pour la majorité de ses activités. Donc, c'est une demande de luxe qu'on lui fait à travers la pratique qu'on va faire pour réduire la prise de muscle. Maintenant, il ne va pas induire cette prise de muscle justement si tous les autres paramètres, les paramètres, on va dire, vitaux, ne sont pas correctement adaptés. Donc, c'est pour toutes ces choses-là que je me suis rapidement intéressé à la musculation et à toutes les petites choses qui vont en découler, donc tous les aspects santé qui sont directement liés à ça. Sinon, au-delà de mon intérêt personnel pour la muscu, je suis également coach sportif, je suis diététicien et c'est à ça que je passe toutes mes journées, donc à aider les gens à progresser et à moi à travailler sur ma propre progression. Donc voilà pour la petite présentation. Merci à toi. Déjà quelques informations intéressantes sur lesquelles j'ai envie de rebondir, notamment sur la diététique. Et puis aussi sur ce que tu précises, hein, que la musculation, au-delà d'un certain seuil, c'est une démarche de luxe et c'est presque contre-productif en fait pour le corps de maintenir ce niveau de musculature. Ça va demander énormément de ressources. Et donc effectivement, si on n'a pas le background derrière la santé, qui devrait être une base, c'est très difficile de demander au corps d'accéder à ce niveau de luxe. La première question que je souhaite te poser, tu as parlé de santé et de progression. On abordera un peu plus tard les habitudes annexes que tu mets en place pour ta santé. Mais j'aimerais que tu abordes avec nous un petit peu ta méthodologie. Il y a quelque chose qui m'a marqué chez toi, ça a été de voir ta capacité à échelonner ta surcompensation, donc on peut peut-être parler un peu de surcompensation, Mhm. dans le temps de manière très légère pour qu'elle soit finalement relativement linéaire dans le temps et avoir, comme tu as pu l'écrire dans une vidéo, une progression infinie. On pourra reparler de ça. Mais en tout cas, cette méthode m'intéresse beaucoup et j'aimerais que tu nous l'expliques et que tu nous la racontes pour toi. Ok. Donc en fait, l'idée générale pour progresser, et je pense que c'est un petit peu valable dans la majorité des domaines en tout cas, c'est que faire un grand progrès en une fois, c'est quelque chose de très compliqué, voire d'impossible dans beaucoup de domaines. Donc l'idée ici, en tout cas en musculation, c'est d'arriver à avancer par micro-progrès, donc par micro-pas si on veut, pour petit à petit et au fil du temps, accumuler tout le total, la somme de tous ces petits progrès
ce qui fait que au bout d'un certain temps, on a atteint quelque chose de beaucoup plus conséquent. Donc les petits pas seront toujours plus faciles que des grands sauts en avant. En tout cas, sur le long terme, c'est certain. Faire 3 grands sauts, les enchaîner de suite, c'est jouable. Maintenant, on en aura fait 3 et ça s'arrêtera là parce qu'on est fatigué ou qu'on n'a pas su tenir le rythme. Que si on a fait plein de petits pas l'un après l'autre, ça devient, comment dire, une vitesse de croisière, ça devient un rythme qu'on sait tenir sans trop de difficultés si on a réussi à créer des habitudes. Et du coup, sur le long terme, au fur et à mesure des mois, des années, etc., c'est quelque chose qui va faire énormément de différence, quoi. Ce que je vais dire, faire de la musculation, se dire, voilà, pendant 2 mois, je me donne à fond, j'ai une diète ultra stricte, je tiens tout à fond, je loupe pas l'entraînement, j'y vais 6-7 jours par semaine, c'est jouable et je crois que tout le monde saurait le faire. Par contre, tenir un rythme de 3-4 jours par semaine, avoir une diète plutôt bien calibrée, avec évidemment des petits écarts ou quoi, mais faire ça sur des années, c'est quelque chose qui demande là par contre beaucoup plus d'habitude, beaucoup plus de rythme. Mais du coup, le fait d'avoir justement essayé d'avoir une approche un petit peu plus, je vais qualifier ça de douce, hein, ce sera beaucoup plus simple à tenir que si on était toujours sur un rythme à se dire, voilà, je suis à fond tout le temps, je m'entraîne tous les jours. Ça, par contre, ce serait quelque chose de beaucoup plus compliqué. Donc l'idée, comme pour tout, je le pense, c'est d'avoir un rythme que nous, on peut tenir de façon, on va dire, confortable. Confortable dans une certaine mesure, parce que c'est clair que c'est pas non plus une petite balade où on regarde les fleurs, où on regarde les nuages qui passent, quoi. Et c'est intéressant. Donc, là, on parle pour monsieur, madame, tout le monde. Tu penses qu'une approche plus modérée, au final, moins dans l'extrême, un peu trouver son juste milieu, permettrait de maintenir ces efforts-là sur la durée et serait donc plus favorable au développement sur le long terme. Mais c'est ça. Maintenant, un problème qu'il y a avec les gens, c'est que quand quelqu'un va débuter la musculation, ce qu'il va vouloir, c'est devenir musclé rapidement. Donc, on est un petit peu dans une ère où tout le monde veut tout de suite. Ça se comprend. Sur les réseaux, on voit des gens musclés, on voit des gens qui sont super forts, on voit tout et on a envie, enfin, d'y ressembler, quoi. Donc, c'est clair que si on te dit, voilà, tu peux te rapprocher de cette personne-là, mais il va falloir que tu t'entraînes pendant 3 ans, directement, ça refroidit et c'est plus la même chose, quoi. Donc, c'est pour ça que la majorité des gens, ils partent souvent sur une démarche, tiens, j'ai très envie de quelque chose, je suis prêt à tout faire pour l'avoir. Sauf que la façon dont ils vont aborder tout ça, ce serait une démarche sur le court terme, parce que cette envie-là, elle n'est potentiellement que passagère, et ils vont rapidement se rendre compte qu'avec les efforts qu'ils mettent en place, tenir un rythme similaire pendant longtemps, c'est pas facile, quoi. Donc c'est un petit peu ça le souci. Donc la première chose, ce serait peut-être revoir un petit peu, pas à la baisse, mais remettre un petit peu en réalité avec, comment dire, avec le fonctionnement des choses, ses objectifs. Donc, voir que sur les réseaux, c'est vrai que tout le monde semble musclé, c'est une chose. Maintenant, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que quand on sort dans la rue, on croise personne de musclé. Quand on va à la salle, certes, il y a quelques personnes un peu plus musclées, mais c'est loin d'être le cas, on va dire, de la généralité des gens qui s'entraînent. Donc, il faut remettre les choses aussi un petit peu à leur place et se dire, quelqu'un qui a un vrai gros physique, c'est théoriquement, bon, il y a le côté dopage pour certains, etc. Moi, c'est pas du tout mon domaine, comme tu le sais. Mais avoir quelqu'un qui a un très beau physique, c'est aussi quelqu'un qui a fait énormément d'efforts pour l'atteindre, quoi. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Après, ça, c'est assez intéressant parce que, bon, étant aussi coach, j'ai cette casquette-là de prendre des gens en charge et c'est vrai qu'il y a vraiment un énorme fossé entre les attentes et la conceptualisation qu'ils ont de: «Qu'est-ce que je vais devoir fournir pour arriver ici?» et la réalité. Et je me suis rendu compte, en fait, je pense qu'une des manières de faire le tri pour pour vous tous, hein, les auditeurs, de faire le tri quand des gens qui vous accompagnent sont sérieux et vous apportent une démarche qui vous amènera quelque part, c'est très souvent désagréable d'entendre, ce que vous allez devoir faire. Et quand ça va vite et que ça semble facile à l'oral, très souvent, il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Parce que dans la vie, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'il va falloir donner des efforts et de l'énergie, du temps et de la patience pour arriver à des résultats. Ça, c'est une chose et vraiment, c'est aussi pour ça que j'apprécie ta démarche parce que là-dessus, tu es franc et honnête. Tu donnes des clés pour progresser tranquillement, mais en disant aux gens: «C'est simple, là, on n'entame pas un sprint, on entame un marathon. Il va falloir le tenir sur le temps et il y a que comme ça que vous arriverez non seulement à vos résultats, mais en plus à la satisfaction».
Ça, c'est une chose importante. Merci d'avoir précisé ça. Une autre chose par rapport, quand on sort dans la rue et cetera, donc comme j'ai précisé à Kylian, je suis revenu en France récemment, j'étais avant en Australie et j'ai été vraiment, assez, étonné de voir la manière dont on s'entraîne en France, le rapport qu'on a au corps et à l'entraînement. Hem et par exemple, en Australie, ils ont une démarche très, très santé, donc ils vont pratiquer des choses, fonctionnelles, beaucoup de musculation, mais ils essayent d'intégrer le fonctionnel quand même. Là où en France, de ce que j'ai vu pour l'instant, hein, sans faire de généralité, on voit beaucoup plus des gens qui s'entraînent uniquement sur la facette esthétique et ça vient un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure, sur les habitudes annexes et la santé. Est-ce que tu penses que, avoir un entraînement basé sur les résultats esthétiques peut aller en concordance avec, une recherche de la santé physique, mais aussi morale? Bah, tout va dépendre de ce que tu appelles résultat esthétique. Quelqu'un qui va vraiment avoir pour objectif de prendre du muscle coûte que coûte et qui va passer par des produits dopants, des choses comme ça, clairement, pour moi, c'est totalement à l'opposé de la recherche de la santé globale. Donc ça, je visualise vraiment, entre guillemets, le monde de la progression physique. Les gens qui prennent des produits, pour moi, ils font pas le même sport que moi. Tout simplement parce qu'ils doivent pas entreprendre les mêmes démarches. Euh, Ils vont avoir une vitesse d'acquisition de résultats totalement différente. Et surtout, euh, ils vont pas rechercher les mêmes choses pour atteindre ces résultats-là. Comme moi, j'ai dit, ben, ce que je recherche avant tout, c'est la santé. Ça peut paraître un petit peu facile de dire ça, mais la réalité, si je recherche la santé, c'est parce que je sais que derrière, ça va m'apporter la prise de muscle. La santé, c'est quelque chose tellement avec une vision sur le très long terme que c'est quelque chose qu'on a du mal à se projeter. On a tous envie d'être en bonne santé, ça c'est clair. On veut tous faire des efforts pour ça, mais je veux dire, c'est à travers la musculation que ça m'apporte aussi le côté santé parce que je sais que l'un nécessite l'autre, quoi. Donc déjà, ça, c'est pour la première chose. Par rapport à ta question, j'estime que la musculation qui est faite de façon correcte, c'est une démarche qui est justement tout à fait du coup en accord avec la santé. Au-delà du fait que pour prendre du muscle, ça nécessite d'être en bonne santé, prendre du muscle permet aussi d'être en bonne santé, quoi, tu vois. Dans le sens que bah, ça va permettre de mobiliser tout ce qui est articulation, tout ce qui est masse musculaire, et le fait aussi et surtout de gagner de la masse musculaire, quand tu regardes un petit peu sur les études ou quand tu regardes un petit peu que tu constates dans la vie de tous les jours, plus on va être musclé, dans une certaine mesure, encore une fois, vu qu'on laisse de côté toute la partie dopage, mais plus on va être musclé, plus potentiellement on va augmenter notre capacité, notre espérance de vie, tu vois. Quand on regarde les études, un truc qui était fort mis en avant, c'est que les personnes âgées qui sont âgées et qui sont plus musclées, donc qui ont su maintenir plus de masse musculaire parce qu'elles en avaient déjà plus au début, du coup, bah, ça diminue, mais il leur en reste plus, ou alors qu'on réussit à en créer après un certain âge, bah, c'est des gens qui vont vivre en meilleure santé. Parce que tout simplement, c'est vrai qu'il faut, on peut se permettre, si on simplifie les choses, d'associer un petit peu la masse musculaire à un capital de vie, en tout cas à partir d'un certain âge, quoi. Si on veut bah, comprendre un petit peu pourquoi, il y a déjà le côté très simple, donc le côté mobilité, c'est qu'une personne âgée, souvent ce qu'il va faire, bah, qu'elle va se laisser aller, c'est que bah, elle va plus pouvoir bouger parce qu'elle n'est pas en bonne forme, donc elle va rester tout le temps dans son divan, se lever, bah, c'est pas très agréable, donc bah, elle se lève juste pour le minimum, pour aller se faire à manger une fois de temps en temps ou quoi, qu'une personne âgée qui aurait toujours un peu plus de masse musculaire, bah, elle va pouvoir se permettre d'aller un peu marcher, d'aller voir des gens, d'aller passer des moments un petit peu plus, enfin, en dehors de chez soi en tout cas. Et toutes ces petites choses-là, on se rend compte que avoir un certain niveau de force, avoir un certain niveau de masse musculaire, c'est se donner la capacité ou en tout cas l'ouverture de continuer à vivre correctement. Et donc toutes ces petites choses-là ensemble, bah, ça améliore la santé, ça améliore le mental et du coup bah, l'espérance de vie augmente, quoi. Et du coup tout le capital masse musculaire qu'on a pu créer pendant, on va dire, sa jeunesse, bah, c'est quelque chose qu'on va garder dans une certaine mesure, ou en tout cas qu'on va sauvegarder plus longtemps qu'une personne bah, qui n'aurait pas créé ça auparavant, quoi. C'est une forme de patrimoine finalement et Voilà, un mais investissement exactement, sur soi-même. c'est ça. Je sais que ce serait donner peut-être une vision un peu différente de dire ça, mais c'est comme quelqu'un qui aurait gagné beaucoup d'argent, qui l'aurait économisé, et puis du coup, ben, plus tard, quand ben, elle n'en gagne plus, vu que bon, elle ne travaille plus,
elle a toujours cette réserve-là qui lui permet de subvenir à ses besoins autant qu'elle le voudrait. Et elle arrive beaucoup moins rapidement à sec, quoi. Et c'est drôle comme, c'est très facile de visualiser quelque chose d'extérieur. L'argent, c'est quelque chose d'extérieur, hein, qu'on acquiert. C'est plus difficile de le conceptualiser sur, une propre richesse intérieure qu'on développerait au sein de sa vie et qui nous C'est ça. permettrait de partir sur une base, plus haute, qui fait que le déclin, en fait, se ferait moins sentir. Ouais, et puis Très c'est vrai que là, intéressant, bon, je parlais pas mal enfin, de la fin de vie, on va dire ça comme ça, mais je ouais, pense que personne ne se réjouit d'en arriver à ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que le côté santé, il est directement palpable dès le début aussi, hein. Le fait de faire de la musculation intelligemment, de s'entraîner correctement, on va rapidement se rendre compte que on se sent mieux dans son corps. Le côté mobilité, quand je dis mobilité, c'est pas la capacité, par exemple, à faire un squat profond ou quoi, mais c'est la capacité à se déplacer facilement, à se sentir bien. Ben, c'est déjà visible chez des personnes jeunes. Je peux très bien prendre le cas d'élèves que j'ai en coaching de 25 ans, de 35 ans, de 50 ans, qui, ben, après déjà quelques séances, le fait de reprendre une activité sportive et de mobiliser un petit peu ben, toutes les articulations, tous les muscles, etc., ils se sentent très rapidement mieux dans la vie de tous les jours. On a moins de douleurs au dos, on se sent mieux. Parfois, ben, il y a même des gens qui ont moins mal à la tête parce qu'ils avaient mal à la tête avant. Il y a plein de petites choses qu'on ne se rend pas compte, mais l'activité physique bien faite, c'est quelque chose qui va vraiment redonner vie au corps. Et ça, peu importe l'âge. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que les personnes âgées qui ne sont pas en bonne forme. Il y a des gens jeunes qui ben, ils ont une santé qui est désastreuse, quoi. ouais. Le mouvement reste le meilleur des médicaments, d'après moi. Mais clairement, Mais clairement. ça pose une question à laquelle, bon, j'essaye de répondre, au travers des différents, invités que je peux recevoir, c'est, cette question de l'œuf ou la poule, en fait. Qu'est-ce qui amène quoi? Et c'est, en fait, assez compliqué à répondre, assez complexe, de savoir est-ce que c'est la santé qui nous amène vers la performance ou c'est la performance qui nous amène vers la santé? Parce que, comme toi tu l'as dit, la musculation, donc cette recherche, hein, d'une performance esthétique ou de capacité physique, peu importe, t'a amené à te poser la question de la santé et t'a dirigé vers la santé. Et il y a d'autres gens qui passent par le prisme justement de la santé, pour se diriger vers la performance. Et c'est assez difficile à conceptualiser, mais je me demande qui est l'œuf, qui est la poule là-dedans, dans cette histoire. Juste pour finir sur, ta méthodologie de la surcompensation, parce qu'après on va passer à un autre sujet. Donc tu parles de quelque chose de progressif d'un marathon et que, sauter 3 pas, enfin faire 3 grands sauts, c'est possible, mais après on a besoin d'une période d'intégration, de récupération, alors que si on fait des petits pas, on peut avancer de manière continuelle. Et par exemple, ça s'oppose un peu, à la méthodologie des blocs de l'Est, où eux, ils vont rechercher une stagnation, relative et ensuite faire un gros pic de progression. Donc par exemple, je prends, Pavel Tsatsouline qui fait des programmes comme Simple et Sinistre, où ils travaillent autour de, ils appellent ça to master, et ils essayent de vraiment de maîtriser une compétence. Donc par exemple, ce serait de rester au développé couché pour parler à tout le monde ou au squat, de rester pendant 6 à 8 semaines sur la même charge. Et c'est pas la charge qui va augmenter, on va essayer plutôt de maîtriser le mouvement, arriver à mieux recruter ses articulations et ses muscles dans le mouvement, etc. Jusqu'à arriver à une facilité pour faire un gros saut. Et là, on va rajouter par exemple 10 à 15% de charge, ce qui est beaucoup, hein, c'est énorme sur un mouvement polyarticulaire. Et revenir à ce stade d'échec, je fais un plateau où je vais essayer de maîtriser, etc. Et il prend l'exemple disant l'évolution fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on a des plateaux de stagnation, on a des grosses épreuves en face de nous, capacité adaptative, on doit sauter le pas, on maîtrise et on passe à la prochaine. Qu'est-ce que tu penses de cette approche? Je pense que l'idée de chercher à optimiser un mouvement par comment dire, par toutes les capacités, on va dire, techniques, que ce soit ben, la trajectoire, que ce soit le placement, etc., ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est sûr que bah, ne pas maîtriser le mouvement, au contraire, bah, même si on va savoir progresser un petit peu dessus, on va de toute façon, au final, au bout d'un certain temps, arriver à un certain palier qui bah, ne pourra être dépassé que s'il y a justement ces améliorations techniques-là. Donc pour ce point-là, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est un truc que je partage tout à fait. C'est même la raison de beaucoup de stagnation en musculation. C'est bah, des gens qui, sur quelques mouvements, hein, c'est pas tous les mouvements, mais ne maîtrisent pas parfaitement les différents critères techniques.
On ne parle pas de critères techniques basiques, mais on parle de critères techniques un peu plus spécifiques, peut-être qui ne seraient que liés à eux, à leur morphologie, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Par contre, l'idée de automatiquement avoir des grosses épreuves pour, entre guillemets, devoir faire un saut important en avant, ou qui nous arrive, entre guillemets, une catastrophe, ça nous permet d'évoluer. C'est valable dans certains domaines de la vie, de temps en temps, mais c'est quelque chose, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui peut se produire, mais qu'on ne sait pas répéter très souvent. Dans le sens que quand il nous arrive une grosse couille, on ne le prend pas bien. Il y a des gens qui ne vont pas savoir surmonter l'épreuve. Donc, du coup, là, ça les enterre plus bas que terre. Il y a ceux qui vont savoir la surmonter, qui, du coup, peut-être vont en sortir des conclusions pertinentes qui vont leur permettre d'évoluer. Mais si on a ce genre de choses-là qui nous tombent sur la tête tous les X temps, je crois qu'au bout d'un moment, il y a une fois ou l'autre où on va se planter, on ne va pas savoir passer le cap, quoi. Donc pour moi, j'aime bien, l'idée de fond, je trouvais sympa, son principe, on va dire. Mais clairement, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Le fait d'évoluer par petits pas sera toujours la meilleure solution. Donc quoi qu'il en soit, moi aussi, ça m'arrive parfois d'avoir cette idée-là de, tiens, une stagnation, on va travailler sur d'autres trucs et puis paf, d'un coup, on arrive à faire un bond un peu plus spécifique, plus important, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être la base de la progression. En tout cas, selon moi. Maintenant, c'est vrai que ça, je me trompe peut-être en disant ça, mais en tout cas par rapport à son cas, mais je vais dire les pays de l'Est sont quand même très très connus pour leur utilisation de produits, etc. Donc j'imagine que cette mentalité, cette façon-là de voir les choses, c'est aussi un petit peu lié à tout ça, quoi. Parce que les gros steps, moi en tout cas, dans ma vie, que ce soit la muscu, que ce soit les réseaux sociaux ou quoi, j'ai jamais eu un énorme step en un claquement de doigts. Genre, il s'est passé un truc, paf, je gagne 50 000 abonnés. Ou paf, je gagne 30 kilos développé couché. Personnellement, moi, ça m'est jamais arrivé ce genre de choses. Ça arrive à certains. Mais je pense que c'est des choses qui sont aussi un petit peu dépendantes du facteur chance. Et du coup, vu que ça, on ne peut pas le contrôler, on peut espérer que ça arrive un jour, mais il ne faut pas compter sur ça pour acquérir ce qu'on veut, quoi. Ouais, après, il y a pas mal de choses. En fait, pour visualiser, la progression qu'utilise Kylian, c'est une progression qui est relativement linéaire. On peut dresser une courbe qui ne sera pas forcément complètement droite, hein, mais qui sera pas exponentielle non plus. C'est une courbe de progression assez linéaire. Alors que la progression des blocs de l'Est, c'est des progressions en escalier où il y a vraiment des périodes plates et ensuite, bam, on va grimper une marche. Et il y a quelque chose que tu as dit qui est très intéressant, qui a dit pour certains ça passe, pour d'autres ça ne passe pas. Il y en a, ça va les mettre plus bactères et il y en a qui vont avoir du positif. Et je pense que parce qu'ils prennent l'exemple en disant c'est comme ça que la nature procède à l'évolution. Mais la nature, par l'évolution, procède à un tri sélectif aussi. Et du coup, c'est peut-être une très bonne méthode de performance, à titre personnel pour l'avoir essayé, hein, j'ai pratiqué. Euh, Si on a déjà une bonne base et qu'on est bon, ça peut fonctionner. Mais je pense que pour monsieur et madame tout le monde, tu vas en laisser plein sur le chemin parce que c'est trop difficile. Et comme Christophe Cario disait, il disait: «Je me suis penché sur les programmations des blocs de l'Est. Si tu es naturel, c'est inhumain, c'est pas possible de les suivre». Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette notion du dopage. Ils sont réputés, hein, tous les pays de ces blocs-là pour s'amuser avec les seringues. Mais en tout cas, intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Donc pour toi, ça reste une surcompensation progressive, Et modérée, qui nous voilà. permettra de progresser dans le temps. Ouais. Et malgré ça, c'est vrai que c'est quand même bien de dire que malgré le fait qu'on avance par petits pas, on va passer par plein de périodes de stagnation, vu que sinon ce serait trop beau. On partirait sur l'idée qu'on rajoute 500 grammes sur sa barre chaque semaine. Ça peut paraître peu, mais si on regarde ça sur une année, sur 2 ans, sur 10 ans, etc., on en arrive à des performances qui n'existent pas. Donc c'est bien la preuve que même en étant sur une progression très progressive, l'évolution se fait quand même un petit peu par à coup. Donc on aura de toute façon ces phases-là de stagnation, mais on les dépassera justement en avançant petit à petit, voire même parfois encore plus lentement que ce qu'on faisait avant d'arriver à la stagnation. C'est pour ça que pour moi, ça semble quand même un petit peu illogique, en tout cas dans beaucoup, beaucoup de situations, que pour passer un cap qu'on n'arrivait pas à franchir en avançant petit à petit, on arrive à le passer d'un coup comme ça.
c'est quelque chose qui est un petit peu illogique, quoi. Alors après, il l'implémente d'une certaine manière, mais en réalité, je pense que un juste milieu, c'est l'utilisation des 2 méthodes dans le sens où, comme tu dis, je suis dans une, continuité progressive, mais j'utilise les périodes de stagnation pour aller chercher mes failles dans mes mouvements, dans mes approches, et ce côté maîtrise du mouvement qu'ils ont, dans leur période de stagnation, en fait, il faut absolument les remettre, heu, dans la surcompensation progressive, C'est ça. et je pense à des powerlifters, hein, qui disent, je bloque sur une barre, très lourde et bah, j'arrête la force, quoi. Je descends, je fais de la maîtrise technique, je revois mon ouverture de pied, des choses un peu techniques où ils essayent justement de se battre un peu contre leur morphologie, de trouver le plus efficient, pas forcément ce que le corps amène tout de suite. Le corps a une grande intelligence dans le mouvement, il faut la respecter, mais à certains niveaux de performance, parfois, il faut savoir rééduquer le corps, et en passant finalement par ces périodes de stagnation, voire même de recul, ils arrivent derrière à dépasser, en fait, le niveau où ils étaient avant, et ça, je pense que cette intelligence-là, c'est aussi arriver à prendre le meilleur des 2 approches pour se l'appliquer à soi dans sa propre progression. Ah, mais clairement, comme je l'ai dit au tout début, juste après que tu m'aies un petit peu parlé de la méthode, c'est clair et net que le côté technique, c'est quelque chose qui est indispensable et c'est quelque chose qui doit se travailler, peu importe la façon, la méthode qu'on utilise, quoi. Ça, c'est certain. Ça peut tout changer et comme j'ai dit, bah, c'est ce qui explique certaines stagnations chez des personnes, c'est bah, qu'il y a un petit manque au niveau technique, quoi. OK, merci pour toutes ces réponses, donc très intéressant. Je vous invite tous à aller voir le travail de Kylian. Il y a beaucoup de vidéos évidemment explicatives sur, des mouvements, sur des stratégies d'entraînement, mais aussi sur son approche globale, hein, vraiment, de la progression, modérée et longue. Une autre question que j'ai envie d'aborder avec toi, tu en as parlé au début, c'est, la recherche de santé pour pouvoir, se permettre de demander au corps d'accéder à ces requêtes un peu luxueuses d'entretenir une masse musculaire. Hem, J'aimerais qu'on parle un petit peu de nutrition. Donc tu l'as dit, tu es aussi diététicien. Ouais. J'aimerais que tu nous parce que du coup tu as fait une école, j'imagine, pour avoir le Mhm. diplôme. J'aimerais que tu nous parles, hem, de la manière dont tu as vécu l'approche diététique que tu as eue dans ton école, et est-ce qu'aujourd'hui, ta diététique, c'est celle que tu as apprise ou c'est une diététique que tu tires de tes expériences, de ton apprentissage, de ce que tu as vu sur les autres? Comment aujourd'hui tu organises ta diététique et comment tu la mettrais en relation avec ce que tu as appris, dans ta formation? Alors, bah, déjà, la première réponse, c'est que j'estime, que malgré, bah, les 4 années d'études que j'ai fait en diététique, je tire plus de conclusions des recherches personnelles que j'ai faites, de mon expérience personnelle, dans ma pratique actuelle. Donc j'utilise plus, les recherches personnelles que j'ai pu avoir, que mes études dans tout ce que je fais actuellement. Donc clairement, les études, c'est avant tout, en tout cas pour moi, un laisser-passer vers la profession, quoi. Par contre, c'est pas pour ça que les études, n'ont servi à rien. Qu'elles ont ouvert d'autres pistes, d'autres perspectives que je n'aurais peut-être pas explorées, si j'étais pas passé par là. Pour te donner quelques exemples, c'est que dans mon cas, donc en tant que diététicien, on a touché à beaucoup de domaines de la diététique. On ne s'est pas contenté de la diététique pour un adulte sain. Donc nous, on va dire qu'on est dans le cadre d'un adulte sain. On a aussi touché à la diététique pour les nourrissons, pour les femmes enceintes. Euh, la diététique pour les personnes avec des pathologies, plusieurs sortes de pathologies. Et toutes ces petites choses-là, c'est aussi des choses qui ouvrent des perspectives différentes, qui donnent des pistes. Parfois, c'est en abordant des sujets qui n'ont rien à voir par rapport aux sujets qui nous intéressent que ça va nous donner des petits déclics, ça va nous ouvrir des portes vers justement, bah tiens, si eux ils font ça dans cette situation-là, moi je pourrais peut-être l'adapter à la mienne et en tirer vraiment des conclusions pertinentes. Donc c'est un petit peu, je veux dire, les études, ce qu'elles m'ont permis, au-delà du fait d'avoir un diplôme et de pouvoir exercer légalement, c'est plein de petites idées comme ça qui viennent et qu'on va mettre en pratique et qu'on va justement essayer d'associer à la situation que nous, dans laquelle on est, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, c'est vrai que comme ça, pour les études, pour ma part, maintenant, je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'études, sur les 4 ans que j'ai fait,
il y avait moyen de condenser les choses sur beaucoup moins de temps et rendre les choses plus pertinentes, ça c'est certain. Maintenant, bah, je crois que quoi qu'il en soit, ce sera toujours une étape à passer. Et au-delà de ça, c'est pas pour ça que les études ne sont pas nécessaires, ne fût-ce que pour avoir un diplôme, parce que ça permet quand même un certain niveau on va dire de connaissances. Quelqu'un qui sort des études, c'est aussi la certitude que le gars, bah, il est au moins passé par ces étapes-là. Il a au moins ces connaissances-là. Par contre, par la suite, s'il veut vraiment avoir des capacités pertinentes, s'il veut pouvoir aider les gens de la meilleure des façons, c'est clair qu'il va devoir aussi, de son côté, s'investir personnellement pour augmenter les connaissances par rapport à ce qu'il a déjà acquis, quoi. Mmh. Et parfois même, déconstruire, hein, les connaissances qu'il a déjà acquises. Heu, Ouais, ça c'est certain. Ça c'est certain. La seule chose que je vais dire, c'est que par rapport à mes études, bon, certes, il y avait des trucs que je me dis non, moi je suis pas du tout de cet avis-là, mais l'approche a été suffisamment, on va dire, générale. En tout cas, l'approche qu'il nous donnait, la perspective qu'il nous donnait était suffisamment générale que pour ne pas en arriver à des, comment dire, des points trop spécifiques que de se dire, tiens, là j'apprends vraiment un truc qui n'a pas de sens. Je veux dire, s'il y a des choses vraiment pour lesquelles je suis contre la façon de procéder, c'est plus sur justement des méthodologies, des façons de faire les choses, mais pas vraiment dans l'idée, dans l'information qu'on nous aurait transmise, quoi, tu vois. C'est pas du d'accord. style, ben voilà, le gluten, il faut surtout pas en consommer, c'est pas bon, ou au contraire, le gluten, il faut absolument en prendre, c'est des conneries, ce qu'on vous raconte, c'est des effets de mode, Ouais. etc. Ces idées-là, c'est que c'est des points qui n'ont pas vraiment été abordés de cette façon-là. Les choses ont été vues de façon générale. Et ensuite, bah, c'est vrai que c'est à nous de voir si on penche plutôt vers telle façon de penser ou telle façon de penser, quoi. Ouais, donc plutôt des approches, généralistes, qui restent ouvertes à la question, Voilà. et après c'est à vous, ouais. Bah, c'est Maintenant, intéressant. ça s'est passé comme ça, moi, dans les études que j'ai eues. Toutes Mmh. les écoles de diététique, j'imagine, ne sont pas les mêmes. C'est un petit peu comme dans tous les domaines, encore une fois. Maintenant, je crois que de façon générale, voilà, on aura une vision très générale des choses. Ça nous montre un petit peu, voilà ce qui existe, voilà les bases. On va un petit peu plus loin sur certains points. Mais ensuite, il ne faut pas prendre ça comme je sais tout, je suis diététicien, je maîtrise tout. C'est la base sur laquelle on va pouvoir travailler pour construire des choses encore plus solides, quoi. Et si, comme moi, on a déjà une certaine base avant même de rentrer dans une école de diététique ou dans un truc de coach sportif ou quoi, ben, ça permet justement de parfois restructurer un tout petit peu nos bases ou justement d'avoir un avis peut-être un peu plus tranché sur certaines notions qu'on apprendrait pendant les études, quoi. Mmh. Ouais, intéressant, hein. C'est difficile, hein, de remettre c'est salvateur parce que ça nous permet vraiment d'avancer, mais remettre en question nos propres connaissances, c'est une forme aussi, d'acceptation de son propre échec. C'est difficile, à mettre en place, dans le quotidien. Bah, si tu En veux tout cas un petit exemple que je trouve sympa, euh, c'est moi quand j'ai commencé mes études diététiques, j'étais en plein dans la période où j'essaye de pas consommer de produits laitiers, tu vois. Pas de mmh produits laitiers pour le côté bah, digestif, inflammation du système digestif, etc. Je suis passé un petit peu partout vu que j'ai voulu tester que ce soit bah, produits laitiers, que ce soit gluten, etc. Et là, du coup, c'était la période, on va dire, un peu produits laitiers. Et j'étais dans l'idée qu'à chaque fois que je consommais un produit laitier, ben, j'avais des petits ballonnements. C'était un petit peu inconfortable au niveau digestif, tu vois. Et bah, bêtement, maintenant, c'est un petit peu arrivé par hasard, hein, on avait des cours de cuisine et la dame bah, nous faisait cuisiner, préparer des trucs. Évidemment, bah, il y avait du lait, il y avait de tout dedans, il y avait du fromage. Et je m'étais dit, bah, tiens, je vais reprendre un petit peu du fromage. Et je me suis dit, bah, moi, j'ai l'impression que j'ai un petit inconfort à chaque fois que je prends du fromage. Puis elle m'a fait comprendre plusieurs petites choses, que par exemple, bah, quand tu vas manger un fromage à pâte dure, c'est une base, hein, c'est quelque chose de très basique. Maintenant, ça fait des années que j'ai eu cet apprentissage-là, on est bien d'accord. Mais quand tu manges un fromage à pâte dure, par exemple, bah, tu ne vas pas retrouver ou quasi pas de lactose, tu vois. Donc le côté pathologie d'inconfort digestif, donc le côté, bah, tiens, on a un petit peu un inconfort, on a tendance à avoir une petite diarrhée ou quoi, c'est pas quelque chose qui est censé se produire avec du fromage à pâte dure. Et avant, j'avais l'impression d'avoir ça, tout simplement parce qu'il y a le côté aussi psychologique qui va influencer tout ce qui est digestion. Et après avoir eu cet apprentissage-là, c'est quelque chose qui est totalement passé à la trappe, quoi, tu vois. Donc c'est ultra basique, ultra simple là ce que je dis. J'en suis plus du tout à ce genre de pensée actuellement, mais c'est un petit exemple de ben voilà une petite idée qui
de base pourrait sembler logique, ne l'était pas du tout au final et était totalement, entre guillemets, à côté de la plaque, quoi, tu vois. Mmh. Et ça montre, hein, la puissance, de la psyché, hein, de la somatisation. C'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant, bien sûr, sur ce qu'on met dans son corps, à l'état physique, mais aussi à l'état mental, parce que, certaines idées, ont un impact très puissant sur le corps et la capacité de ressentir une mauvaise digestion avec des aliments qui ne devraient pas l'être, simplement parce que tu as décidé mentalement qu'ils n'étaient pas bons pour toi et Le souci, en fait, oh, le souci de l'alimentation, du système digestif, c'est que c'est quelque chose qui est très, comment dire, très dépendant du psychologique et du stress surtout. Donc, tu vas être un petit peu plus stressé, tu vas voir que ta digestion sera pas la même. Et du coup, si c'est consommer des aliments qui pour toi ont, comment dire, un aspect négatif, alors qu'ils ne le sont pas nécessairement, le simple fait de considérer ça comme négatif va pouvoir du coup engendrer du stress et du coup perturber la digestion, perturber tout le transit par rapport à cet aliment-là. Alors que l'aliment en lui-même, potentiellement, il n'a aucun problème. En tout cas, il ne va pas causer ces choses-là, quoi. mmh Ça, c'est vraiment un sujet, ça pourrait faire un podcast entier, c'est super intéressant. Hem Moi, pour la petite histoire, bon, j'ai pas d'études diététiques, je suis en train de me former, je me développe sur l'hygiène de vie, les médecines un peu plus naturelles. En fait, la prévention plutôt que le traitement des symptômes, quoi. Mais j'ai quand même eu des cours dans mon parcours, notamment de coach, où on avait des cours de nutrition et cetera. Déjà, j'ai été vraiment heurté par l'approche calorique qu'on retrouve, beaucoup dans la nutrition, de dire, un aliment est une calorie. À mon sens, il est bien plus que ça et comme tu viens de le dire, hein, déjà rien que la vision qu'on a de l'aliment pour nous le fait évoluer. Mais j'ai entendu des choses comme, si ton besoin calorique journalier, c'est, 3 000 calories et que tu manges 2 500 calories de McDo, tu perdras du poids. Et moi, je pouvais pas, c'est quelque chose, j'arrivais pas à faire rentrer dans ma tête quand parce qu'on le sait, McDo, c'est une mauvaise alimentation. Un corps est capable de gérer ça de temps en temps, mais si c'est quotidien, c'est problématique. Et quand on reçoit des cours de nutrition, donc qui sont quand même la manière optimale dont on doit s'alimenter, dépendamment de qui on est, où on est, de ce qu'on fait et cetera, de dire des choses pareilles, moi ça rentrait pas. Et c'est vrai que ça a été difficile dans certains cours, d'accepter que ce soit ce genre, à mon sens, de dogme qui soit véhiculé parce que, on était 30 dans la classe et s'il y en a 15 qui acceptent et qui continuent cette démarche de transmission sur des choses comme ça, à mon sens, on prend pas la bonne direction. Un autre exemple qui m'avait aussi, marqué, c'était, on nous avait parlé des compléments alimentaires. Alors celui-là, il était magique et il parlait de la créatine. Ils avaient mis dans le PowerPoint une tête de mort barrée, genre le logo toxique à côté de la créatine. C'est on était restés dans la France des années 90, c'était du dopage et tout. Et j'ai dit: «Mais attendez, à un moment donné, comme tu dis, si nous on est capable en tant, qu'élèves de faire des recherches, d'aller chercher des méta-analyses, vous devriez être capable de le faire pour arrêter d'amener des choses comme ça, quoi». Donc ça, c'était ma petite expérience. Ceci dit, j'ai eu des professeurs qui apportaient aussi des choses très pertinentes, qui sortaient même du cadre de ce qu'ils devaient nous apprendre pour aller plus loin et cetera. Donc bien sûr, les études, heu, c'est essentiel pour la formation et pour avoir légalement le droit d'exercer, mais c'est aussi essentiel même de se confronter à des idées qui sont complètement contre celles que l'on a, parce que comme tu dis, ça peut apporter des petits déclics. Ou ça peut même renforcer, hein, nos croyances, de se dire: «Ah non, vraiment, je suis dans la bonne direction» et ça, c'est vraiment important. Je Est-ce pense qu'il y que a un truc qu'il faut pas oublier, vas-y, excuse-moi, je te vas-y. coupe, vu qu'on a un tout petit décalage, Ouais, je fais pas exprès. ouais. Un truc qu'il faut quand même bien considérer, c'est que peu importe qui va nous transmettre le message, il faudra toujours garder un aspect critique par rapport au message qu'on va nous transmettre. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont nous transmettre un message qui serait potentiellement erroné, sauf qu'elles ne le font pas de façon négative. C'est elles qui n'ont peut-être pas aussi bien interprété ce qu'elles ont appris, c'est elles qui n'ont peut-être pas remis en question les informations. Donc ça restera toujours à nous avant tout de interpréter ça à notre façon, de si on veut par la suite le retransmettre, potentiellement le vérifier encore un peu plus. Donc il faut garder quand même un petit recul par rapport à toutes les informations qu'on nous transmet. Tout n'est pas bon à prendre et en tout cas la majorité des infos doivent être réanalysées, au moins en tout cas avec notre pratique et nos connaissances, avant d'être retransmises ou même d'être assimilées ou considérées par notre cerveau, quoi. OK et
Est-ce que, bon là, c'est quelque chose de plus personnel, hein, évidemment, tu es pas dans l'obligation de répondre du tout. Est-ce que tu pourrais, présenter un petit peu, dans les grandes lignes, la manière dont toi tu t'alimentes? Évidemment, petit disclaimer pour les auditeurs, heu, Kylian a des années de pratique. Il a une alimentation qui suit justement la demande luxueuse qu'il fait à son corps, donc c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais moi, je suis intéressé de savoir, avec tes études, ton expérience, les prises en charge que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour toi dans les grandes lignes au niveau de l'alimentation? Bah, déjà, je peux commencer par un truc qui va faire peur aux gens. C'est que tout ce que je consomme, ou en tout cas dans la majorité du temps, donc ça veut dire dans 95% du temps, tout ce que je consomme, je le pèse. Donc tout ce que je vais consommer, je vais pouvoir le quantifier de façon relativement précise. On n'est pas au gramme près, ni même à 2 grammes près, mais on est sur un plus ou moins 5 grammes, quoi. Le truc de peser, c'est vrai que c'est le truc qui, par excellence, fait peur aux gens. Oh non, j'ai pas envie de peser, j'ai pas le temps, ceci, cela. Mais sincèrement, je vois pas la différence de temps que ça prend entre, bah, par exemple, des flocons d'avoine, entre les mettre directement dans son bol ou les mettre dans son bol quand on a une balance en dessous. Ça, y a aucune différence. Le temps, il est le même. Juste que tu sais quand tu dois t'arrêter d'en vider, tu sais quand tu as ce qu'il te faut. Et je trouve que pouvoir, dans une certaine mesure, on n'est pas en train d'essayer de contrôler tous les aspects de la vie, etc. Mais dans une certaine mesure, pouvoir quantifier ce qu'on fait, je trouve que c'est un aspect nécessaire pour avoir quelque chose de correct, de bien optimisé. Il y en a beaucoup qui vont penser que se satisfaire de ces sensations en termes de satiété, etc., c'est quelque chose de suffisant. De façon générale, ça peut permettre de vivre en bonne santé, d'avoir une santé correcte et tout ça, mais ça va nous limiter dans la capacité d'optimisation. Et au-delà de ça, arriver à se fier à sa satiété, à ses sensations alimentaires et tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, c'est clair et net que les hommes, pendant des millions d'années, ont vécu sans rien peser. Euh, on survit, il n'y a pas de souci, on peut même très bien vivre, mais c'est laisser de côté un paramètre à la chance, tout simplement. Donc moi, déjà, dans l'idée, bah, tout ce que je fais, c'est peser parce que je peux quantifier. Puis c'est aussi comment dire, une facilité d'esprit, de réflexion, etc. De me dire, je sais, j'ai mis ce qu'il fallait, tout est quantifié. Donc il y a déjà ça. Ensuite, d'une journée à l'autre, donc qu'on soit lundi, qu'on soit mardi, mercredi, etc., je vais avoir sur la journée des repas qui se ressemblent. Donc tous mes repas du matin sont souvent similaires. Il y a parfois des changements, hein. Tous mes repas du midi sont similaires, tous mes goûters sont similaires, tous mes repas du soir sont similaires. Et ensuite, au-delà de ça, par rapport à ce point-là, justement, les gens, ben, ils ont tendance à conseiller de, si possible, varier le plus souvent ces aliments. C'est quelque chose qui peut se faire sans souci, c'est très très bien. Comme on dit, mieux vaut varier les poisons. Maintenant, à partir du moment où on a réussi à sélectionner quelque chose qui nous apporte tout ce dont on a besoin, et qu'en plus de ça, ça nous apporte une certaine facilité. Parce que consommer régulièrement la même chose, on va plus vite pour le préparer. On sait comment le préparer. On sait que là-dedans, il y a ce qu'il nous faut. Ça nous permet aussi de contrôler plus facilement les choses. Donc là, c'est plus en fait que ce soit peser, que ce soit avoir des repas similaires, c'est plus dans une logique de faciliter la démarche pour justement la répéter plus facilement, plus souvent et plus longtemps. Donc, pour exemple, un repas du matin chez moi, ça va généralement être du yaourt maigre que je vais mélanger avec de la protéine en poudre. Donc ça va être mon apport en protéines. Ensuite, je vais rajouter des flocons d'avoine pour un apport en glucides. J'y rajoute aussi un petit peu de fruits. Parfois, c'est de la confiture fait maison. Parfois, c'est des fruits directement. Et ensuite, bah, j'y rajoute une source de lipides qui sera bah, soit des oléagineux, soit parfois du chocolat noir. Donc ça, généralement, c'est mon repas du matin, qui est parfois aussi mon repas du goûter. C'est quelque chose de facile à faire, c'est quelque chose que j'apprécie manger, et du coup, bah, c'est facile à reproduire. Pour mon repas du midi, qui est souvent similaire au repas du soir, ça va être encore plus simple. Donc, ce sera la majorité du temps du steak haché maigre. Donc ici, on a une source de protéines où on ne rajoute pas spécialement de lipides. À côté de ça, bah, je vais rajouter pour les glucides des pâtes, parfois ce sera du riz. Et ensuite, je vais rajouter des légumes. Des légumes, bah, ça pourrait être par exemple de la sauce tomate qui est faite maison, ou encore de la sauce tomate où il n'y a que des légumes dedans. Quand je dis sauce tomate, c'est même un peu ratatouille généralement. Et ensuite, une petite source de lipides. Par exemple, bah, je rajoute un petit peu de fromage,
je rajoute une huile en particulier. Donc c'est vers ça que tourne la majorité de mes repas. Au-delà de ça, on pourrait se dire oui, mais du coup, tu manges tout le temps la même chose, c'est lassant, c'est pas amusant. Moi, c'est des repas qui me plaisent. Donc, c'est des repas que j'ai aucune difficulté à répéter. Et si j'ai, par exemple, je sais pas, des repas de famille, si j'ai des sorties avec des amis ou quoi, dans ce cas-là, bah, je ne me prive pas spécialement. Je sais que le reste du temps, j'ai une diète qui a été bien respectée. Du coup, bah, j'ai une sortie ou quoi, je peux me permettre de manger quelque chose qui n'a rien à voir et qui ne sera même pas nécessairement contrôlé au niveau des quantités. Il est clair que si je vais manger chez ma grand-mère, chez des amis ou quoi, je sors pas avec ma balance, ou encore pire, j'arrive pas avec mes tupperwares, quoi. Donc, à Mhm. partir du moment où il y a eu un contrôle sur la majorité des choses, c'est pas le petit écart, voire les petits écarts que tu ferais sur ta semaine qui vont perturber quoi que ce soit. Tu as ancré quelque chose de suffisamment solide le reste du temps. Si en plus ça plaît, bah, c'est encore mieux que pour bah, justement pouvoir te permettre des petites folies, entre guillemets, les quelques fois sur la semaine, quoi. Donc Qui voilà sont, qui sont pour ma diète. importantes, hein. Elles sont importantes, ces petites folies. Moi, il y Ah, a mais quelque chose, et clairement. il y a des années, hein, mais j'ai vu quelque chose de toi qui m'avait marqué, ou je sais plus où, je sais pas si c'est une vidéo ou quoi que ce soit, et tu disais, par rapport au cheat meal, ça devrait même pas être une question. Et tu disais, en fait, je ressens pas nécessairement l'envie de faire des cheat meals parce que mon alimentation, je l'aime, quoi. Elle me correspond. Et j'ai pas besoin de. C'est pas comme si j'étais dans un cadre restrictif dont il fallait que je m'échappe régulièrement. J'ai un cadre bon pour moi et que j'apprécie et que j'apprends à apprécier un peu plus chaque jour. Et ça, c'était C'est ça. vraiment intéressant parce que ça sortait à l'époque déjà de beaucoup, beaucoup de régimes alimentaires où en fait les gens ils sont complètement à l'opposé de ce qu'ils ont envie, de ce qui les attire. Bien sûr, il faut rééduquer, hein, comme tu l'as dit. Euh, il faut rééduquer, apprendre à connaître sa satiété, etc. Mais euh, trouver un régime alimentaire qui est bon pour toi et qui te fait du bien, c'est pas si difficile que ça au final. Mhm. Euh, c'est Bah, vraiment en pas si fait, difficile que ça. ce qui se passe, c'est que là, bah, ce que j'explique comme alimentation, c'est quelque chose bah, qui est, à dire, assez redondant. Ça pourrait sembler redondant pour certains. Moi, je souvent la même chose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si je veux varier, je peux varier. Je sais contrôler facilement, bah, tiens, il y a autant de protéines dans tel aliment, il y a autant de glucides. Je sais faire quelque chose qui est tout à fait équivalent. C'est juste que je ne le fais pas nécessairement parce que je sais que les alternatives que je pourrais faire, bah, elles ne me plairont pas plus. Mais si je voulais varier à chaque repas, je peux le faire. C'est juste que bah, potentiellement, je ne préférerais pas ce que je mange. Et en plus de ça, bah, ça va me demander une charge mentale plus importante pour me dire, tiens, bah, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais faire les courses, je dois prendre d'autres choses. Donc, pour tenir une habitude sur le long terme, il faut vraiment simplifier au maximum les paramètres et les simplifier de façon à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne, qui nous plaise. Simplifier au point de manger du riz avec du blanc de poulet tous les jours, c'est peut-être pas la simplification qui a été bien faite. Il y a une notion aussi de réflexion, de préparation de ce qu'on fait pour avoir justement quand même quelque chose qui nous plaise, quoi. Maintenant, pour en revenir encore une fois à ça et terminer là-dessus, comme j'ai dit, bah, mon petit déjeuner, donc je veux dire petit déjeuner, même si en Belgique on dit le déjeuner, mais mon repas du matin, euh, je ne fais plus la même chose. Donc, comme j'ai dit, le repas du matin, c'est souvent similaire au goûter. Depuis quelques mois, maintenant, le goûter, je me fais des crêpes, par exemple. Et c'est des crêpes pour lesquelles j'ai parfaitement adapté mes quantités, j'ai tout ce qu'il me faut. Et enfin, elles sont délicieuses, quoi. Donc, il y a plein de petites choses et ça fonctionne aussi par période. Donc, peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, ben, j'aurai plus cette idée-là pour le repas du midi, de pâtes avec sauce tomate, avec steak haché. Peut-être que je vais repasser à quelque chose avec du poulet, que je vais mélanger avec des pommes un peu caramélisées. Il peut y avoir plein de choses. C'est juste que se créer des habitudes, bah, c'est quelque chose qui est pour moi nécessaire pour tenir sur le long terme, quoi. Mhm. Ouais. Ah, intéressant, ouais. Et puis pour la diversité aussi des aliments, Gundil te rejoint pas mal hein, sur la démarche. Il dit au final, moi je mange très souvent des choses similaires. Ça fonctionne pour lui. C'est sûr que quand tu trouves quelque chose qui te correspond, hein, au niveau des apports, mais aussi au niveau gustatif et puis au niveau de la manière Mhm. dont tu le digères, t'as pas de ballonnement, etc. Il faut apporter de la diversité, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, enfin, on mange des avocats du Mexique, des noix de macadamia d'Australie. Je veux dire, il y a 200 ans, on n'aurait pas pu faire tout ça. Et on Ouais, a clairement. aujourd'hui une diversité qui est presque même, ça se discute, mais presque trop diverse. Et revenir à des choses un peu plus centrées, avec une diversité qui reste relative et pas absolue,
je pense aussi que ça peut résoudre pas mal de problèmes au niveau digestif pour les gens qui sont exposés peut-être à trop de choses différentes. Ouais. Non, mais ça c'est clair parce que justement, bah, le corps aussi, il s'adapte. Donc si on lui donne tout le temps de nouvelles choses, on va dire de nouveaux stress, même si on parle ici d'aliments, il va pas savoir s'adapter vu qu'il a tout le temps des trucs différents. Donc il sera jamais efficace dans quelque chose. C'est comme se dire, je veux faire tous les sports en même temps, bah, tu peux, mais tu seras jamais bon nulle part. Donc la vérité, c'est que dans une certaine mesure, encore une fois, il faut arriver à simplifier ses choix. Et le côté écologique, par exemple, dont tu parlais juste avant, c'est déjà un bon exemple de logique par rapport à ça que trop de diversité, ou en tout cas la diversité à laquelle on a accès, elle est peut-être trop conséquente. Et elle n'est pas valable que pour l'alimentation, hein, c'est valable à tous les niveaux. C'est valable aussi, bah, par exemple, les couples actuellement, bah, généralement, ça dure beaucoup moins longtemps qu'il y a quelques années. Et la raison, en tout cas, une des raisons, c'est pourquoi, bah, c'est que tu as beaucoup plus de diversité en termes de personnes que tu peux contacter, de personnes que tu peux côtoyer, quoi, tu vois. Avec les réseaux sociaux, tu parles avec tout le monde. Donc, dans tous les domaines, je pense qu'il y a une certaine mesure à trouver et que le trop n'est jamais bon et encore une fois, le trop peu n'est jamais bon non plus. Donc, il faut comprendre qu'actuellement, on est peut-être dans une période où on a accès beaucoup à du trop. Et il faut peut-être essayer de recadrer un petit peu les choses par rapport à pas mal de points, quoi. Donc pas faire la théorie du plus, mais la théorie du moins. Bah, ça dépendra encore une fois des domaines, je pense, mais je crois que si on regarde la généralité, c'est clair qu'on est un peu trop dans le plus, quoi. Donc, arriver à le faire aussi dans une certaine mesure, hein. Trouver l'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les extrêmes, c'est facile, tu arrives à une butée, tu es bloqué, tu ne sais pas aller plus bas ou plus haut. Que l'équilibre, bah, il faut savoir où tu le places, quoi. Maintenant, il faut le chercher. Ouais, je pense que les extrêmes aussi, tu sais, c'est un peu comme, un balancier, quoi. On a besoin de passer par ces stades-là pour trouver un équilibre. Ah, mais c'est clair, c'est Je en pense que connaissant c aussi les ouais. extrêmes que tu arrives à, comment dire, à quantifier un petit peu la valeur, la grandeur qui est entre les deux pour arriver à te situer là où tu voudrais dans l'idéal, hein. C'est clair qu'il faut connaître un Ouais, peu ton monde pour pouvoir t'y adapter. OK. Merci Kylian pour ces réponses sur la nutrition. Est-ce qu'il y a d'autres choses, que tu mets en place pour ta santé, en dehors, bah, de la pratique physique et de l'alimentation? Quels sont les autres pans, en fait, hein, par lesquels tu abordes la santé? Bah là, du coup, comme tu l'as dit, on a parlé sport, on a parlé alimentation, donc c'est deux choses indispensables. Et je pense que la troisième chose indispensable et qui a autant de valeur que les deux autres, c'est le sommeil. On est encore dans quelque chose d'ultra classique, mais c'est quelque chose de tellement sous-estimé. Et je suis sûr, il y a moyen de trouver très facilement des sondages de un peu de durée de sommeil moyenne de la population, par exemple en France, en Belgique ou quoi. Et je suis certain que la durée moyenne de sommeil, elle ne dépasse pas les 7 heures. Et encore, je suis super optimiste à dire ça. Je suis sûr qu'elle se situe même plus vers un 6 heures ou quelque chose comme ça. Or, 6 heures, il y aura toujours des gens qui te diront oui, moi c'est suffisant, je me sens bien, mais clairement, c'est pas suffisant. J'estime vraiment que les 8 heures de sommeil, c'est quelque chose qu'il faudrait viser bien avant beaucoup d'autres priorités qu'on s'est fixées. Par exemple, l'alimentation, comme j'ai dit, elle a un gros rôle, l'entraînement aussi, mais je me pose parfois la question de savoir, est-ce que ce ne serait parfois pas plus intéressant de, sur sa semaine, retirer quelques heures d'entraînement pour récupérer quelques heures de sommeil, dans le sens que c'est quelque chose qui, enfin, c'est tellement important. Et en plus, le sommeil, mais ça ne demande pas d'effort. Le seul effort, c'est d'arriver à se dire, je vais me coucher maintenant. En fait, c'est ça qui va un petit peu réguler tous les processus de fonctionnement du corps. Et le fait de se dire, je fais tout bien, je mange bien, je m'entraîne et tout ça. Mais après, le moment où il est temps que le corps valide tout ça, dise, ben voilà, il s'est bien entraîné, il a bien mangé, du coup, moi, je peux surcompenser. Moi, je peux optimiser tel aspect de son fonctionnement. Ben, si tu n'as pas ton sommeil qui est là pour valider tout ça, ce que tu as fait, ben, tu ne profites pas de l'entièreté des bénéfices, en fait. Donc vraiment, le sommeil, enfin, je trouve ça tellement simple, mais il faut absolument que les gens comprennent à quel point bah, il faut aller viser ces 7 heures au gros minimum et ces 8 heures, si possible, de sommeil par jour, quoi. C'est indispensable. Et c'est que les gens, tant qu'ils ne le font pas, ils ne sauraient pas s'en rendre compte. Ceux qui vont dire, bah, moi, je dors 5 heures par nuit, je dors 6 heures et je me sens bien, en fait, c'est parce que pour eux, ils se sentent réellement bien. Ils ont l'impression, parce qu'ils ont créé justement une sorte de climat, une sorte d'habitude qui pour eux est devenue une nouvelle norme. Et à partir du moment où tu
testent quelque chose, donc avec plus de sommeil, quand ils réussissent à rétablir de nouvelles habitudes autour de ça, ils vont se rendre compte, ah bah ouais, c'est vrai qu'en fait, quand j'étais à 6 heures de sommeil, je fonctionnais en dessous de mes capacités, quoi. Toujours quand on est dans une situation, on a l'impression que c'est une norme, alors qu'en réalité, bah, il y a potentiellement beaucoup mieux à aller chercher, quoi. Ouais, et puis il y a un scientifique hein, qui dit sur tout ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie, alimentation, environnement, personnes toxiques, vous optimisez tout, quoi. Votre préparation physique, etc. Il dit vous combinez tout ça, tous ensemble, et ça n'arrivera jamais à la cheville d'une heure de sommeil supplémentaire. Et, et c'est Ouais, vrai, comme tu dis, ouais. souvent, on se rend compte aussi, des normes dans lesquelles on vit très bien, c'est quand on en sort et qu'on essaye de re-rentrer dedans, que ça se complique. Et tu peux prendre l'exemple du vestiaire, c'est-à-dire, tu es dans un vestiaire de sport après un match de foot, tout le monde discute, ça va, tout le monde vit bien, quoi. Vous sortez, puis vous rentrez 5 minutes après, vous dites: «Eh, ça sent mauvais dans le vestiaire, quoi». Tout le monde y était, personne s'en rendait compte. Et le fait d'en Ah, c'est pas sortir et mal. d'y revenir, on se rend compte. Et après le sommeil, ça a cette difficulté que c'est comme tu le disais, c'est quelque chose, de passif. L'alimentation, on met des choses en place, on ajoute, on régule et cetera. La préparation physique, on ajoute, on va chercher des connaissances et cetera. Donc il y a une démarche du mouvement vers quelque chose. Le sommeil, c'est beaucoup plus passif. C'est Mhm. accepter en fait de retirer des choses pour avoir plus de temps pour son sommeil. Et je pense que, comme tu dis, il y a plein de gens qui le font pas alors que c'est la base. Et même moi, à titre personnel, j'ai parfois du mal, j'ai envie de remplir mes journées de tellement de choses. Heu et quand il faut retirer, c'est toujours plus difficile que d'ajouter. C'est assez drôle ça. Ah ouais, c'est marrant parce que enfin, les gens sont tous à la recherche du résultat avec le moindre effort. Alors que ici, avec le sommeil, on est clairement sur quelque chose qui apporte beaucoup de résultats et avec très peu d'efforts, vu que tu dors, enfin, toi en tout cas de façon active, tu ne fais pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il faut accepter de se dire, je réemménage un petit peu mes habitudes de vie, j'accepte d'aller me coucher plus tôt ou si tu as la possibilité de te lever plus tard. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'il faut arriver à mettre en place. Et c'est clair que on va pas pouvoir regarder, par exemple, si on doit se lever plus tôt, la TV plus longtemps, on va pas pouvoir regarder un nouvel épisode de sa série. C'est chiant, vu que c'est un petit peu le moment de détente, le petit truc qu'on se disait, ça va nous faire du bien. Mais la réalité, c'est que le sommeil va nous faire mais encore tellement plus de bien. Et c'est un petit peu comme si l'idée des spirales positives ou des spirales négatives, quand tu accumules un peu de retard sur ton sommeil, ben, ça va entraîner plein d'autres petites répercussions négatives. Et à l'inverse, quand justement tu vas optimiser ton sommeil, tu vas te rendre compte, bah tiens, je suis plus performant à l'entraînement. C'est bizarre, mais je vois que j'ai perdu un peu plus de masse grasse. Je prends plus de muscles. Mon alimentation, bah, j'ai plus facile à la tenir. Dans ce sens-là, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi avec l'entraînement qui va favoriser un bon sommeil. Ça fonctionne aussi avec l'alimentation qui va favoriser un bon sommeil. Donc, c'est trois choses qui, en fait, c'est vraiment une spirale, si tu l'entretiens de façon positive, qui va vraiment tourner toute seule, hein. Et je veux dire, ce que tu essaies de dire, c'est que optimiser un pan, ça attirera les autres, en fait, dans la Ah, mais spirale. C'est clairement, interconnecté. Ouais. c'est ça. OK, et ça me fait venir à la troisième question que j'avais envie de te poser sur, assumer ses choix, vivre pleinement, en accord avec ce qu'on pense et ce qu'on met en place. Et et que je prends plusieurs exemples, hein, par exemple, tu dis, ramener son Tupperware quand tu vas manger chez sa grand-mère et cetera. On est vraiment à des extrêmes. Mais, encore une fois, des propos que tu avais dit qui m'ont marqué dans une vidéo, je pense, où tu disais, en fait, moi, j'ai pas envie d'aller en soirée le samedi soir et de me bourrer la gueule. Je préfère, m'entraîner et dormir correctement parce que c'est bon pour moi. Et vu que c'est bon pour moi, je l'accepte, je l'accueille et j'arrive à le vivre pleinement vis-à-vis des autres. Et je pense que ça, c'est aussi une des difficultés auxquelles on peut se heurter. Tu prenais l'exemple des produits laitiers ou du gluten. Il y a des gens, parce qu'ils pensent que c'est ce qui est bon pour eux et c'est ce qu'ils veulent pour eux, dès que tu te heurtes à des normes sociales, ça devient très vite compliqué de maintenir ça, parce que tu te heurtes à des obstacles dans ta démarche. Comment toi, ça s'est passé, toutes les choses que tu as mis en place, hein, comme dit, tu as des performances, les gens pourront aller voir, hein. Tu as tout un travail où tu as posté des vidéos avec Superphysique où tu as quand même des performances assez impressionnantes. Ça a forcément dû demander de mettre des choses en place en marge de ce qu'on voit partout autour de nous. Comment est-ce que tu as réussi? Est-ce que ça a été un challenge pour toi de vivre pleinement ça, de l'accepter et de le montrer aux autres sans subir trop, les conséquences, et les répercussions, des opinions que les gens pouvaient avoir sur toi?
Bah, le truc, c'est que moi, de base, je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien. Il y a, on va dire, il y a un problème, il y a une solution, et pour arriver à la solution, il faut passer par ces étapes-là, ces étapes-là. Si par contre, je fais d'autres choses qui vont, entre guillemets, m'éloigner de la solution, bah, c'est des choses qui, pour moi, bah, n'ont pas de logique. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mes avis. Par exemple, c'est que sortir en soirée, bah, c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement. Quand je dis sortir en soirée, c'est pas voir des amis ou de la famille, hein. C'est genre aller se bourrer la gueule à une soirée avec boum boum boum. Il y a des gens qui adorent ça et ça, je ne le juge pas du tout. Chacun ses plaisirs. Ils peuvent se dire, lui, il est con d'aller faire sa muscu à 11 heures du soir, aller pousser des barres, à quoi ça sert? Ça, c'est chacun ses avis. C'est juste que à partir du moment où on a un objectif, qu'on a envie de le réaliser, le chemin, en tout cas, les choses à faire pour y arriver, je pense qu'elles sont claires et les choses à ne pas faire pour y arriver, elles le sont aussi. Donc, chaque petit pas qui va m'éloigner de mon objectif, ben, moi, je vais le considérer comme quelque chose de très mauvais. Chaque petit pas qui va m'en rapprocher, je vais le considérer comme quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que automatiquement, ben, ça m'a facilité dans mes choix. De base, j'aimais pas spécialement sortir. Mon objectif, c'était la musculation, donc automatiquement, ouais, j'ai encore moins envie de sortir en fait. À partir du moment où tu veux profondément quelque chose, je trouve que l'atteindre, en tout cas si tes objectifs restent réalisables, hein, mais je trouve que l'atteindre, ça va être quelque chose d'assez facile. Tout simplement parce que tu n'auras pas de vrais efforts à faire pour y aller, pour avancer vers là. Parce que, je veux dire, ça va peut-être sembler bizarre de dire ça, mais c'est comme un plaisir. Tu vois, imagine, tu veux construire ta maison. À chaque petite brique que tu vas rajouter, c'est une brique qui te rapproche de ta maison terminée, tu vois. Donc, même si la brique, c'est que ça demande un effort de la poser, bah, ça reste quelque chose qui t'approche vers ce que tu veux. Donc, ça reste quelque chose d'agréable dans le fond, quoi, tu vois. Et c'est comme ça pour les entraînements. Moi, au-delà du fait de progresser, d'augmenter mes charges, j'aime profondément m'entraîner. Donc, c'est aussi chaque petit entraînement séparément qui m'apporte du plaisir. Et ce petit plaisir-là cumulé, en plus, m'apporte des résultats par la suite. Donc, c'est vraiment arriver à créer tout un climat autour d'un objectif qui va te pousser à continuer à avancer vers ça. Parce que si tu n'as que l'idée de l'objectif et que le chemin pour y arriver est quelque chose que tu n'apprécies pas, c'est clair que là, ça va être compliqué d'avancer, quoi, tu vois. Maintenant, si tu arrives à apprécier ce chemin-là, bah, ça va être incroyable. Je pensais justement hier soir, c'est un petit peu comme l'idée de quelqu'un qui veut aller voir un magnifique point de vue dans un pays. Donc, par exemple, je sais pas, il y a un point de vue magnifique au Brésil. Par contre, il y a 3 jours de marche à faire pour y aller. Si par exemple, moi, je déteste marcher, clairement, je ne vais pas apprécier le processus. Si par contre, j'aime autant marcher que de contempler le point de vue vers lequel je veux aller, ben, je vais vraiment apprécier tout le moment, toute l'expérience, quoi. Ouais, avoir de l'enthousiasme dans la démarche, c'est important. C'est ça. Et c'est quelque chose qui doit se créer aussi, quoi. Et puis, il y a quand même, tu parles beaucoup d'objectifs, c'est quelque chose auquel tu es forcément confronté puisque tu es coach, et moi je le vis, hein, il y a je pense qu'il y a honnêtement 90 des gens qui viennent s'entraîner qui n'ont pas d'objectif. Qui Ah, ça, c'est clair. qui et c'est très difficile de mettre quelque chose en place quand tu n'as pas une idée d'où est-ce que tu veux mettre en place, enfin, où est-ce que ça va t'amener, en fait? Est-ce Ouais, que c'est quelque chose auquel tu te heurtes parfois? Est-ce que la je veux dire, l'objectif, c'est la base de ta démarche d'accompagnement quand tu prends en charge des gens? bah, en fait, ce qui se passe, c'est que l'objectif, c'est une chose, il y a l'objectif final, qui est quelque chose de généralement très abstrait et subjectif, vu qu'avant de débuter quelque chose, tu peux pas avoir de réelle attente par rapport à cette chose-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que toute la difficulté, c'est d'arriver à se fixer de petits objectifs qui vont être justement interprétables petit à petit, quoi, tu vois. Je sais pas si tu m'entends toujours bien parce que je vois que ça saccade un peu sur l'image. Ça passe très, très bien. Écoute, on a eu des petits Ok, parfait. moments, de flottement, mais la voix passe très, très bien, donc il y a aucun Ok, souci. bah, parfait, c'est ce qui compte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'arriver à avoir de petits objectifs que je vais qualifier d'intermédiaires, c'est quelque chose qui va justement te permettre de progresser. Parce que si par exemple, je débute la muscu aujourd'hui, mon objectif, c'est donc, imaginons, hein, je pèse 60 kilos, mon objectif, c'est d'en peser 80.
prendre 20 kilos de muscle, c'est quelque chose de monstrueux qui ne va pas arriver du jour au lendemain. Donc, automatiquement, l'objectif, il est trop éloigné de la réalité que pour entretenir un niveau de motivation suffisant que pour tenir le coup. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre de petits objectifs intermédiaires. Dans mon cas personnel, par exemple, je ne saurais plus prendre 20 kilos de muscle, je ne saurais même plus en prendre 10 kilos. J'ai assez évolué que pour avoir une marge de progression qui est vraiment mince en termes de prise de muscle. Donc, ça veut dire que je pourrais être dans une situation un peu de perte parce que je ne sais pas où aller vu que la suite, elle est très compliquée à acquérir et elle est assez floue. Mais c'est pour ça que moi, mon objectif que j'ai actuellement et que j'ai depuis quasi toujours, hein, c'est d'augmenter petit à petit mes charges. Et c'est le fait de vouloir toujours un petit peu progresser sur mes charges qui me permet de continuer à avancer vers quelque chose de plus haut et de progresser toujours plus, quoi. Intéressant. Je vois juste Donc, que on m'appelle. Je sais pas si tu pourrais mettre une petite pause sur le truc. ouais, aucun Ça te problème, je dérange si pourrais je vais couper. juste vite ouvrir et que je reviens après? Il n'y a aucun problème. Allez, Je j'arrive tout de t'attends. suite. Bon retour parmi nous. Merci. J'étais dehors, donc il faisait froid. Il y a du vent, il faisait froid. Ok. Donc on était donc sur assumer pleinement ses choix, définir ses objectifs pour avoir une vision plus large et déjà accueillir ses propres choix pour soi-même et par rapport aux autres. Je voulais savoir une question peut-être un peu plus personnelle. Quel âge tu as? 30 ans. 30 ans tout rond. Ok, 30 ans. Donc ça veut dire que tu as commencé ta démarche de la musculation, tu as dit 15 ans tout rond, tu avais une C'est ça, ouais, quinzaine donc d'années quand j'avais tu as 15 ans, commencé. c'est ça. Et il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Tu as parlé d'une certaine forme de stagnation en disant à un certain moment, j'ai pris un niveau de muscle. Je veux dire, physiologiquement, c'est difficile d'aller plus loin, même si c'est toujours possible. Et c'est là que j'ai commencé à changer le prisme de mes objectifs, à regarder un peu plus ma performance, la surcompensation, etc., qui me permet toujours de progresser. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce que tu as quand est-ce que tu es arrivé à ce stade de stagnation? Et au final, combien d'années ça prendrait pour toi, pour ton exemple, d'arriver à des limites relatives, physiologiques et naturelles? En fait, l'idée est de toujours vouloir surcompenser, toujours un petit peu chercher à progresser en termes de performance, ça, je l'ai depuis le tout début. Et c'est ça qui m'a permis justement d'évoluer. Mais là, actuellement, euh, en plus de cette notion-là de rechercher la performance, je n'ai plus ce que j'avais avant de me voir évoluer physiquement. Donc, il y a beaucoup de gens ils font de la muscu pour le côté physique. Qu'est-ce qui va les motiver? C'est de voir que dans le miroir, ça évolue, ça change. Moi, actuellement, après toutes ces années de pratique, je n'ai plus vraiment cet aspect-là, où je l'ai toujours, mais de façon beaucoup plus mince. Donc, ce qui se passe, c'est que ici, vraiment, le fait de savoir que j'ai toujours tous ces petits objectifs-là, par exemple, là, hier, j'ai passé les 8 fois 150 kilos sur ma chest press. C'était un petit objectif que je m'étais fixé. Donc, c'est ces petits objectifs-là qui me permettent, moi, de continuer à apprécier de m'entraîner, de continuer à avoir envie de m'entraîner malgré tout le reste, en fait. Donc, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de nécessaire, c'est d'avoir, on va dire, cette petite carotte-là qui va t'attirer au fil du temps et qui, peu importe ton niveau, va toujours continuer à t'attirer vu que tu vas tout le temps un petit peu augmenter les exigences, tout le temps viser un petit peu plus haut, tu vois. Et pour revenir à ta question de à partir de quand est-ce qu'on stagne, etc., j'estime que si tu t'entraînes bien en musculation, si tu te dis, voilà, je commence aujourd'hui, je vais prendre les bonnes habitudes, je vais faire les choses bien, tu vas atteindre, on va dire, 90% de ta limite, 90% de ta capacité en termes d'augmentation de ton physique en 3-4 ans. 3-4 ans maximum. Je vais dire, ça peut sembler long, hein, mais la réalité, c'est que 3-4 ans, par rapport à quelqu'un qui ferait de la musculation depuis un certain temps, c'est très court. C'est-à-dire que ta limite, tu peux l'atteindre très vite. Et encore, si sur 3-4 ans, tu atteins 90% de tes capacités, sur la première année, tu as peut-être atteint, je vais dire, 60%, en tout cas plus qu'un quart, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire que au début, ça va très vite, et plus tu avances, plus ça va aller lentement. Donc, plus tu vas avoir intérêt à, sur tes premières années de pratique, avoir créé des stratégies qui vont te permettre d'apprécier surtout le chemin plus que le résultat que tu voudrais atteindre ou autre.
Parce qu'aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que physiquement, on voudra toujours plus, pas dans le sens que je veux devenir Monsieur Olympia, je veux devenir un bodybuilder dopé, monstrueux et dégueulasse, mais plus dans le sens que je veux faire toujours mieux. C'est un petit peu cette idée-là. Et quand tu fais les choses petit à petit, t'atteins jamais justement cette limite qui te choque, qui te semble trop. C'est un petit peu pour en revenir à l'argent, comme quelqu'un qui gagne son argent par son travail, il va toujours vouloir gagner un petit peu plus parce qu'il sait que ça demande des efforts. Il sait que chaque petit effort en plus va peut-être permettre de gagner un peu plus. Mais à l'inverse, quelqu'un qui va gagner une somme énorme à l'euro million, peut-être qu'elle, elle va se dire c'est bon, là j'ai assez. Que si cette personne-là en était arrivée, une autre personne, à gagner autant d'argent, mais par étapes, peut-être qu'elle aurait voulu continuer à aller encore plus loin parce qu'elle connaît le chemin, elle apprécie le chemin, quoi, tu vois. C'est un petit peu cette Mmh. logique-là. Ouais, carrément. Ouais, carrément. C'est toujours, tu vois, tu parlais, performance, j'ai passé, déjà félicitations d'avoir atteint un objectif, C'est à la chaise gentil. presse. Hem et je pense qu'avec le recul, corrige-moi si je me trompe, mais pour moi, les objectifs physiques que je m'étais fixés, j'en ai atteint la plupart, que ce soit des termes de poids ou de visuel et cetera, et j'ai toujours tiré plus de satisfaction de me dire: «Ah là, je sais pas, je passe, un 10 x 10 100 kilogrammes back squat super propre, amplitude complète», que me dire, «J'ai pris, 3 centimètres de tour de cuisse». Ça, au final, à la fin, quand tu prends la mesure de ce qui reste, j'ai l'impression que les capacités que tu as développées comptent plus que le physique que tu peux développer, et 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 j'aurais aimé, moi, à titre personnel, personnellement, hein, j'aurais aimé, heu, passer par le prisme, de la performance plus tôt dans le chemin que j'ai eu. Heu, Alors que je suis resté pendant quelques années, justement les 4 5 premières années, plutôt sur le côté physique, et c'est vrai que c'est hyper excitant, la première année, tu prends 5 6 kilos, facile quoi, la première année, tes niveaux de force, ils doublent, voire ils triplent, et après ça se corse un petit peu, mais ça reste une expérience super enrichissante à vivre, et comme on dit, hein, on balance d'un extrême à l'autre pour avoir une idée Mhm. de la grandeur de l'ensemble et ensuite trouver le juste milieu au centre, donc ça reste une Non, voie mais c'est naturelle. clair. Et pour le côté performance, encore une fois, le côté intéressant par rapport à ça, c'est le côté quantifiable. Quand tu veux juger de ton évolution en termes de physique, en termes d'esthétique, c'est très, très peu quantifiable. Dans le sens que tu peux prendre ton tour de cuisse, tu peux prendre ton tour de biceps, mais il est influencé aussi par ta masse grasse. Si tu as pris un peu de gras, automatiquement, il augmente. Si, par exemple, tu as pris Mmh. un peu de muscle, donc que ta circonférence musculaire a augmenté, mais que tu as perdu du gras, peut-être que ta circonférence totale, elle aura diminué. Donc peut-être que tu diras, putain, j'ai perdu des bras, alors qu'en fait, tu avais pris des biceps, quoi, tu vois. Donc c'est des choses qui sont très peu quantifiables. Tu pourrais te dire, tiens, je vais aller sur une balance à impédance-métrie, donc quelque chose qui peut te donner ton taux de masse grasse, ta masse musculaire, etc. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très peu précis. Donc je vais dire, c'est des paramètres qui sont difficilement quantifiables. Et on ne parle pas en plus du côté esthétique. Quand tu te regardes dans le miroir ou même que tu te prends en photo, il y a tellement de petites choses, que ce soit la luminosité, que ce soit l'angle, qui peuvent influencer ta perception, où tu te dis, tiens, on dirait que j'ai progressé alors que pas du tout, ou inversement, que ta charge, la capacité à avoir déplacé une certaine charge sur un certain mouvement, si tu as des critères d'exécution qui sont plus ou moins fixés, là, c'est quelque chose de quantifiable et c'est quelque chose de beaucoup plus pertinent en termes de quantité, de progression, quoi, tu vois. Et C'est en plus plus, difficile au-delà de de ça faire mentir encore, les nombres. voilà, c'est ça. Mais au-delà de ça, ta progression, genre prendre 1 kilo de muscle, c'est monstrueux. Et 1 kilo, sur la balance, tu le vois, quoi. Mais en dessous de ça, genre 200 grammes, 300 grammes, si ça se met, c'est que tu n'as pas pissé au matin, c'est que tu as moins mangé le jour d'avant, tu vois. Donc, tu as ton système digestif qui est moins rempli. Donc, je vais dire, la progression en termes de prise de muscle, elle est trop lente et trop imprécise au niveau des mesures que pour pouvoir justement garder cette notion de tiens, j'ai atteint un nouveau palier. Que les charges, tu peux voir, tiens, j'ai gagné 2 reps sur mon développé couché. Ça n'aura rien induit comment dire, de mesurable en termes de prise de muscle, mais tu sais que tu as fait 2 reps en plus. Donc, dans la réalité, tu as pris du muscle, même si ce n'est pas mesurable, même si ce n'est pas quantifiable. C'est un petit peu cette logique-là qu'il faut suivre, en fait. Mmh. Ouais, c'est intéressant, et une autre de tes démarches qui est,
les séries assez longues, justement pour accéder plus facilement à la progression. Est-ce que tu peux en parler, rapidement pour les auditeurs? Bah, en gros, les séries plus longues, donc moi, ce que j'appelle séries longues, c'est des séries entre 10 et 20 reps. On pourrait faire encore plus long, ça existe, c'est tout à fait faisable, mais c'est ce que j'appelle des séries plus longues. Ça permet justement de sortir un petit peu du cadre de ce qu'on ferait classiquement. Donc classiquement, en musculation, à la grosse louche, on va être entre 6 et 10 reps. Les séries longues, comme j'ai dit, en 10 et 20 reps, ça va permettre de travailler un petit peu différemment. Maintenant, il n'y a pas de série longue, c'est mieux ou c'est moins bien. C'est juste un outil différent pour progresser. Par exemple, quand est-ce que je l'emploierais? Déjà, bah, sur certains exercices, ça va bien fonctionner, sur d'autres moins. Par exemple, faire du squat, du back squat, donc du squat avec une barre posée derrière au niveau des épaules en série longue, en série de 20 reps, ça va être compliqué. On va être limité par le cardio, on va être limité par son gainage. C'est peut-être pas l'exercice le plus adapté. Par contre, faire du curl incliné en série plus longue, bah, le curl incliné, on est contre un banc, on vient juste faire une flexion de bras. On va pas avoir de côté cardio qui va nous limiter. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, quand est-ce que je l'emploierais? Par exemple, j'ai un élève qui est sur du curl incliné. Il travaille sur du 6 à 10 reps depuis 3 mois. Il est arrivé, par exemple, à 3 x 8 avec 18 kilos par bras. Et puis là, bah, je me rends compte que les 3 x 9, on n'arrive pas à les atteindre. Ça fait plusieurs semaines qu'il essaie de gratter des reps, elles ne montent plus. Si je n'ai pas envie de changer d'exercice pour relancer une progression différente, je vais tout simplement changer de rep range. Donc en gros, je vais passer sur une autre fourchette de répétition, du 10 à 20 dans ce cas-ci. On réduit la charge, on repasse par exemple sur du 10 kg par bras et on travaille sur du 20 reps. Donc on va commencer le cycle, 12 reps la première semaine, 14 la suivante, etc. jusqu'à 20, puis on augmente la charge et on descend en reps. Et du coup, ça permet d'avoir un stress qui sera un petit peu différent. Ça vient un petit peu perturber les repères qui potentiellement nous entraînent un petit blocage mental aussi. Parce que quand on sait qu'on bloque depuis 2 semaines sur une charge, sur un certain nombre de reps, il y a aussi le côté mental qui nous dit, oula, j'arrive vers les reps où je sais que je bloque et ça devient automatiquement plus dur. On n'aurait pas su la charge qu'on déplaçait, on n'aurait pas compté les reps, peut-être que involontairement, on aurait passé le cap. Donc là, ça permet de perturber tous les repères, ça permet de changer un petit peu l'approche et parfois de passer au cap suivant, quoi. Maintenant, cette notion-là de perturber les repères, elle doit être faite de façon suivie de façon intelligente, parce que si on essaie de perturber les repères à chaque entraînement, on va juste nulle part parce qu'on ne sait pas où on va, quoi. Donc, c'est des modifications à faire à des moments bien choisis. OK, ah c'est très intéressant, hein, dans la démarche, et puis, évidemment, c'est toujours plus facile d'aller chercher des répétitions supplémentaires quand la charge est plus légère et qu'on est sur des Exactement. schémas plus longs. Mais, c'est sûr que changer les modalités sans forcément même changer d'exercice, changer les modalités autour de l'exercice, comme tu dis, hein, ça permet de casser un peu la routine et j'ai toujours trouvé ça le plus difficile à mon sens dans la musculation, plus que de le tenir dans le temps ou quoi, c'est de trouver le juste milieu entre je répète un effort pour que mon corps puisse le comprendre, s'améliorer, l'intégrer et je le change suffisamment souvent pour qu'il s'habitue et qu'il continue sa progression à plus large spectre et En par fait, exemple ce qui se passe, c'est que les modifications que tu dois faire, c'est à partir du moment où tu arrives face à un problème, tu vois? Ou alors juste avant que le problème n'arrive. L'idée de vouloir varier pour, entre guillemets, l'ancienne mode, et cetera, pour choquer le muscle, là, c'est quelque chose à éviter. Parce que tu progresses en musculation, en masse musculaire, à partir du moment où tu progresses en charge, en série, en répétition sur un exercice. Si l'exercice, tu le changes tout le temps, bah, tu vas perdre tes repères, du coup, tu vas pas pouvoir progresser réellement. Je reviens un petit peu à l'exemple des sports. Si par exemple, tu te dis, bah, je vais faire 1 an de football, après ça, tu fais 1 an de basket, après tu changes, tu fais 1 an de handball, tu vas jamais être bon nulle part. Donc en fait, il faut garder le plus longtemps possible le même exercice pour autant que tu progresses dessus. Et c'est au moment où tu ne progresses plus dessus, que tu as testé, entre guillemets, ce que tu pouvais, que tu vois qu'il y a un réel blocage, que là, bah, tu vas entreprendre d'autres démarches. Donc dans ce cas-ci, bah, changer de fourchette de répétition. Dans d'autres cas, ça pourrait être de changer d'exercice. Il y a différentes choses à entreprendre, mais ça ne doit pas s'entreprendre quand on est en phase de progression sur un exercice. Ça reviendrait vraiment à se dire, bah là, je deviens super bon sur quelque chose, oh bah je change. Alors que tu continues à progresser, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. mmh mh, hem,
est-ce que, pour les gens qui te suivent un peu, bah, ils le savent, hein, il y a des exercices que en parlant de ça, hein, de pas changer d'exercice tout le temps, il y a des exercices que toi personnellement tu favorises. Heu, j'ai Tu as une vraie influence parce que, tu as été un des premiers hem, youtubeurs, on va dire personnalités publiques dans l'industrie du fitness en ligne, à parler et à développer le hip thrust Mmh. et quand j'arrive dans les salles maintenant, tout le monde fait des hip thrusts. Tout le monde fait des hip thrusts, c'est incroyable et même après moi, tu sais, j'ai ce syndrome-là quand je reviens en France, c'est comme si je voyais, l'enfant, de mon oncle, mon cousin, je le vois tous les 4 ans, donc je suis un peu, heurté par, la manière dont il évolue et là, ça me fait ça. Je suis parti de la France il y a quelques années, les femmes faisaient un peu de hip thrust, ceux qui s'intéressent à la performance sur, l'extension flexion de hanche, ils faisaient du hip thrust. Mais là, tout le monde fait du hip thrust et même les salles s'équipent de machines à hip thrust qui, bon, à mon sens, rien ne vaut la barre et la souffrance de la barre sur tes hanches, mais est-ce qu'il y a des exercices comme ça, notamment le hip thrust, mais il y en a d'autres peut-être dont tu peux parler, que tu favorises et que tu considères comme relativement essentiels pour, la majorité des gens? Bah, en gros, ce qui se passe, c'est que il va y avoir des exercices qui seront plus pertinents que d'autres pour une généralité de personnes. Dans le sens que, pour progresser correctement, si l'exercice te demande énormément de capacités techniques, énormément de capacités en termes de mobilité, ça va automatiquement réduire comment dire, ta capacité de concentration juste pour produire le mouvement, tu vois. Genre l'idée en musculation, c'est de déplacer une charge sur un certain mouvement, que le mouvement te permette de recruter correctement un muscle ou plusieurs muscles. Mais si le bagage technique et mobilité comment dire, te perturbe à travers cet objectif-là, automatiquement l'exercice va en devenir moins intéressant. C'est pour ça que, par exemple, de base, plutôt que de faire un deadlift classique, ben, j'avais tendance à conseiller un hip thrust. C'est un exercice qui demande quand même moins de capacité technique, moins de capacité en termes de mobilité et qui permet en plus, ça c'est vraiment à part avec le hip thrust, un type de travail vraiment pertinent, quoi, tu vois. C'est un mouvement vraiment qui vaut la peine, qui permet de recruter les ischios, les fessiers de façon super efficace. Donc là, c'est le cas du hip thrust. Par exemple, si on prend le cas du back squat, qui est un exercice très technique et qui nécessite beaucoup de mobilité, moi j'ai tendance à conseiller le bell squat. Donc le bell squat, c'est un exercice où tu viens attacher une ceinture et tu accroches les poids directement à la ceinture, tu vois. Donc généralement, ça se fait sur machine, hein, donc c'est pas juste accroche quelques disques sous tes hanches, que tu auras rarement assez de poids, mais ça se fait sur machine. Et du coup, ben, ça permet de ne plus se focaliser que sur le mouvement, donc sur pousser pour déplacer la charge. Il y a beaucoup moins de travail technique. Et en plus de ça, ben, tu n'as pas le côté risqué au niveau du dos, quoi, tu vois. Donc, tu n'as pas un levier énorme au niveau de la colonne. Tu fais moins vite d'erreurs techniques, vu qu'il y a moins de technique. Donc, tu vas moins vite te blesser aussi par rapport à ça. Et ça demande moins de mobilité, vu qu'au bel squat, tu peux te tenir, quoi. On revient aussi bah, pour les trois mouvements de power. Donc là, on a déjà parlé squat, deadlift. Au niveau du bench, donc le développé couché, c'est aussi un mouvement qui est relativement technique. Donc moi, j'ai tendance à faire plutôt de la chest press. Une chest press, c'est plus facile de se placer. En plus, si c'est une chest press verticale, donc on est assis plutôt couché, on pousse quand même les vers l'avant, mais c'est une chest press verticale. Le côté technique est beaucoup plus simplifié. Donc, on peut se concentrer sur le fait de simplement pousser avec évidemment quelques aspects techniques, mais beaucoup moins importants qu'au développé couché. Après, là, c'est quelques exercices que moi, j'ai tendance à privilégier. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pour ça que le back squat, le deadlift ou le développé couché, c'est mal. Par exemple, j'ai réintroduit le back squat récemment. Mais il faut accepter que pour faire ces mouvements-là, il faudra passer beaucoup plus de temps à travailler sa mobilité, à travailler son mouvement, et donc potentiellement moins de temps, ou en tout cas moins de capacité à pouvoir forcer efficacement sur le mouvement, quoi. C'est une question de choix en fonction de ce qu'on veut et aussi de ce qu'on peut. C'est vrai que tout le monde n'a pas un bel squat, tout le monde n'a pas une bonne chest press. Pendant des années, bah, moi, j'ai dû me contenter de deadlift, de squat et de développer couché parce que bah, je m'entraînais dans mon petit home gym et je devais faire avec ce que j'avais. C'est déjà très, très bien. C'est juste que là, on parle d'optimisation, quoi, tu vois. Mmh. Donc toi, dans ta recherche, c'est intéressant parce que ça, bah, moi je t'ai beaucoup suivi aussi, par exemple sur le développé décliné, qui, Ouais, à mon grand regret, n'est pas aussi développé que le hip thrust en France. ouais. Heu, qui est personnellement moi,
ça a sauvé mon épaule, hein, le développé décliné. C'est-à-dire que pour continuer à mettre quand même des charges importantes, j'ai toujours eu un problème de ressenti sur l'épaule, heu et quand j'ai découvert le décliné, déjà, plus de douleur à l'épaule, ressenti au niveau, pectoral que j'ai jamais eu, Mmh. capacité de force, donc une vraie satisfaction. En fait, tu te mets pour mon corps, hein, dans une position optimale pour forcer avec tes pectoraux, tout simple. C'est ça. Bon, c'est pas aussi développé que le hip thrust, c'est vraiment dommage, c'est toujours la machine que personne n'utilise. Ah bah, mais du coup, ça fait un tri, tu sais que ceux qui l'utilisent, ils se renseignent un petit peu quand même. Voilà, mais c'est vrai. C'est vrai, le Hem, développé décliné, ça a vraiment été on va dire le gros déclic pour moi aussi, hein, vu que c'était le premier mouvement, entre guillemets, des mouvements de base que j'ai réadapté en fonction de moi et que j'ai essayé de populariser à mon niveau, quoi, tu vois. Et c'est clair que le développé décliné, moi, personnellement, j'estime que c'est un peu le mouvement qui a sauvé mes pecs, qui a relancé mon évolution sur mes pecs, qui étaient de base un poids faible, alors que c'était vraiment le poids sur lequel je me focalisais le plus, quoi, tu vois. mmh Non, c'est clair. Là, Ouais, quand tantôt, tu je te trouves, parlais de chest press parce que la chest press, c'est encore, on va dire, le cran au-dessus, ça permet encore plus. Mais avec un setup classique, avec du matériel classique, le développé décliné, c'est l'alternative prioritaire, on va dire, la première alternative au développé couché, quoi. mmh et puis c'est aussi intéressant, hein, ce que tu abordes, sur le fait de mettre le corps dans une, position où le muscle, où toute l'énergie, toute la concentration va passer sur la contraction du muscle pour déplacer la charge, en essayant de shunter un peu tous ces problèmes de mobilité, d'équilibre, heu, de balance au niveau des petits muscles pour maintenir une articulation, et donc vraiment de focaliser l'effort sur la contraction musculaire, se mettre dans un état optimal pour rentrer là-dedans et faire avancer sa progression. Est-ce que ça ne s'oppose pas un petit peu aussi, à des schémas corporels un peu plus globaux qui dirigeraient vers la santé? Est-ce que les mouvements, par exemple, tu dis le squat, bah, on met plus de tension sur la colonne. Le squat, c'est pas forcément le plus optimal pour, construire des muscles au niveau des cuisses. Ça veut pas dire que c'est mal. Merci d'apporter cette nuance, certains ne l'ont pas. Mais est-ce que justement, pratiquer ces mouvements qui mettent en difficulté le corps à une échelle plus globale, équilibre, mobilité, heu les muscles, les muscles, qui vont être, j'ai perdu le nom en français, heu, les muscles opposés. Par exemple, sur un squat, va y avoir un vrai travail, d'équilibre entre les quadriceps et les ischios et les fessiers. Est-ce que aussi faire ces exercices-là, c'est pas important pour rester dans le cadre d'une bonne santé? Est-ce qu'à trop diriger vers je mets mon corps dans l'optimisation musculaire, on perd pas des petites choses à côté qui sont importantes pour la santé. Bah, en fait, tout est question d'objectif et de à quoi tu utilises ton corps, tu vois. Je pense que dans l'absolu, squatter 200 kilos, ça sert, entre guillemets, en termes de santé, à rien. Parce que tu vois, il y a une différence entre avoir la capacité d'effectuer un squat correct, je parle de squat à la barre, donc de descendre, d'avoir bien placé ton bassin et de remonter, et la capacité à soulever des charges monstrueuses, tu vois. Par rapport aussi au côté effort fonctionnel, tu vois. Donc en gros, si dans ta vie de tous les jours, soulever 200 kilos au squat a un impact, par rapport à ton travail, par rapport aux gestes que tu effectues, ok, il vaut mieux soulever 200 kilos au squat. Mais la vérité, c'est que je connais aucune personne qui a réellement un intérêt à pouvoir soulever 200 kilos au squat pour son côté fonctionnel dans sa vie de tous les jours, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des mesures, des proportions qui sont beaucoup trop grandes par rapport à la réalité du fonctionnel et donc qui n'ont pas d'intérêt. Et c'est pour ça que le fait de faire du bel squat plutôt que du back squat, pour moi, c'est pas quelque chose qui va contrecarrer la santé générale, tout simplement parce qu'on est sur quelque chose de tellement plus élevé que tout ça, qu'on a déjà pris suffisamment de marge par rapport à ce qui permet la bonne santé que pour se dire, tiens non, il aurait mieux fallu rester sur du back squat, quoi, tu vois. Si par contre, tu es quelqu'un qui a une vie classique, mais qui n'est pas capable de réaliser un squat à la barre avec 40 kilos, effectivement, ça vaudrait peut-être la peine de travailler, de miser un peu plus sur un back squat pour justement acquérir cette base en termes de gainage, en termes de mobilité, etc. Mais au-delà d'une certaine mesure, qui théoriquement est quand même facilement atteignable, on sort du côté fonctionnel, parce que le fonctionnel pour la santé, je parle du fonctionnel pour la santé, on l'a déjà acquis. Parce que ça s'acquiert quand même assez vite dans la vie de tous les jours. Euh,
n'as pas besoin de soulever 200 kg au squat, tu n'as pas besoin de soulever 100 kg développé couché. Il n'y a aucun mouvement du quotidien qui vont nécessiter ce genre de capacité, en fait. Donc, c'est vrai que c'est des capacités qui sont liées à la muscu par rapport à un objectif qui est différent du côté fonctionnel de la vie de tous les jours, quoi. Donc le fonctionnel a sa place dans la construction d'une base solide et au final, Voilà. c'est peut-être la base par laquelle on devrait passer et quand on atteint un certain niveau, faciliter le travail musculaire en dégageant un petit peu, toutes les connotations, fonctionnelles du mouvement serait préférable parce qu'il va falloir monter les charges et qu'à un moment donné, ça sort du fonctionnel et ça devient dangereux. Voilà, ce serait ça l'idée. Ce serait ça l'idée. Donc, pouvoir commencer aussi par les bases, maîtriser les bases. Et ensuite, ça peut être rapide, hein, passer sur quelque chose de plus spécifique et plus adapté, tu vois. Donc, par exemple, dans le cas de... moi, je coach mes grands-parents, tu vois, qui ont 85 ans chacun. Et ce que je fais, Bravo. c'est vrai qu'au début, c'est gentil pour eux, au début, on a commencé par quelque chose de beaucoup plus spécifique, donc travail sur machine facile, parce que justement, il fallait dans leur cas, vu qu'on démarrait de très très bas, commencer par quelque chose de simplifié. Et ensuite, on est passé par quelque chose de plus fonctionnel. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ce que j'expliquais là, qu'on passe par du fonctionnel pour ensuite passer par du spécifique, parce que eux, justement, on recherche à rétablir fonctionnel dans la vie de tous les jours, tu vois. Si par contre, avec eux, on arrivait à dépasser ce cap-là, à se rendre compte que le fonctionnel, il est validé, on squatte à 50 kg facile, on fait des deadlifts, je sais pas moi, à 60-70 kg. Ensuite, là, on pourrait repasser sur du plus spécifique, quoi, tu vois. Mmh. Donc là, Alors c'est là, pour ces triple profils-là que ça vaut la peine. c'est triple bravo. Déjà, pour coacher, des gens de ta famille. Les coachs et les thérapeutes qui sont ici, le savent, quand on est jugé parti dans une situation, c'est jamais évident, mais bravo parce que je pense que quand on prend l'âge, on a besoin d'accompagnement, c'est important et Ah deuxièmement, oui, bravo parce c'est que tu clair. viens d'expliquer quelque chose d'essentiel à mon sens qui est, heu, adapter la méthode aux personnes que l'on a en face de nous et savoir sortir de ses propres vérités, heu, fonctionnelles vers spécifiques. Ouais, mais si j'ai des gens qui sont, dans des états physiques, qui ont besoin de repasser par du spécifique très peu traumatisant pour rétablir une balance, ensuite refaire l'apprentissage fonctionnel et si avec bonheur, on arrive à un certain niveau où le fonctionnel est acquis, on peut revenir vers le spécifique et ça, honnêtement, je t'avais jamais entendu parler de ça et ça me fait vraiment plaisir que tu montres cette capacité d'adaptation aussi dans ta prise en charge et dans ta vision des choses. Autre petite question, on arrive sur les questions de fin. Hem, la première, c'est est-ce que tu aurais une œuvre à recommander, à l'ensemble des auditeurs? Alors ça peut prendre, n'importe quelle forme, hein, ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être quelque chose de très spécifique sur la musculation, sur ce qu'on a parlé ou quelque chose qui t'a touché à titre personnel. Voilà, quelque chose que tu penses qui gagne à être partagé et à être découvert. Ça demande réflexion. Honnêtement, comme ça, je réfléchis un petit peu. Je regarde ma bibliothèque qui est là sur le côté. Bah, si un livre, par exemple, je parlais de livres, on va rester un petit peu plus sur le sujet de l'alimentation et de la diététique, vu que enfin, c'est mon domaine, quoi, tu vois. J'ai pas d'idée en particulier là de films qui m'auraient vraiment impacté, même s'il y a beaucoup de films que j'apprécie. Mais s'il y a un livre que je conseillerais quand même de lire, justement, pour avoir les bases, ici on va parler purement de diététique, c'est le livre La nutrition de la force de Julien Vénesson. C'est un livre Ouais, qui est assez connu et reconnu dans le domaine. Il revoit très très bien les bases. On a une approche sur un petit peu tout ce qu'il y a à faire pour avoir une alimentation correcte en musculation. Ça parle même un petit peu de compléments et de choses à ce niveau-là. Et justement, en plus, il m'avait recontacté il y a peu de temps, la maison d'édition, pour parler de la nouvelle édition du livre. Il y a eu une nouvelle édition là récemment. Donc, ils ont remis à jour quelques petits trucs, etc. Et sincèrement, ben, moi, c'est un livre qui, quand j'ai commencé la muscu, m'a quand même bien aidé. Ça m'a permis d'acquérir les bases. Et c'est sur ces bases-là que j'ai quand même pu construire pas mal de choses, quoi. Donc, c'est un livre que je peux recommander clairement. ouais, ouais. Julien Vénesson, très, très inspirant aussi, qui fait beaucoup de travail, hein. Il œuvre beaucoup, à faire avancer les choses dans le domaine de la nutrition et j'aurai plaisir un jour à le recevoir sur ce podcast. Ah, ça doit être quelqu'un Hem de très intéressant.
Et puis tu vois, là, récemment, j'ai écouté un podcast de lui et c'était, je pense que c'était le podcast biomécanique. Et il abordait justement, parce qu'il a écrit d'autres livres après, Paléonutrition, Ouais, etc. Il abordait un petit peu l'évolution de sa vision de la nutrition de la force. Et la manière dont il ne s'enferme pas dans ses propres dogmes, c'était assez intéressant. Il dit, la nutrition de la force, évidemment, si quelqu'un de lambda le lit, ça ne va pas lui correspondre, mais en même temps, c'est une nutrition de la force. Donc ouais, on est dans le ouais. spécifique déjà, donc on sort des recommandations générales. Enfin, petit aparté. Autre chose, on en a parlé un petit peu avant le podcast, que tu aies le temps de réfléchir. Est-ce que tu aurais un challenge à proposer aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast? Ouais, bah, du coup, le challenge que je m'étais dit, auquel j'avais pensé, maintenant je connais pas vraiment le niveau de tes auditeurs, etc. Mais par rapport, du coup, cette fois-ci à la musculation, ce serait, si c'est des gens qui ne s'entraînent pas ou qui ne s'entraînent pas encore de façon régulière, ce serait de se fixer un objectif de séance sur la semaine. Donc que ce soit 2 séances, que ce soit 3 séances, voire 4 séances, pas besoin d'aller à plus que ça. Et avant le prochain podcast, donc si j'ai bien compris, dans 2 semaines, arriver à tenir le rythme. Donc ça veut dire que si bah, voilà, le podcast là il sort maintenant, dans 2 semaines le prochain podcast sort, je me fixe l'objectif de 3 séances par semaine, je fixe des jours, l'idéal c'est d'avoir des jours précis, pas parce qu'il faut absolument s'entraîner les mêmes jours, mais pour créer des habitudes. Donc voilà, lundi, mercredi, vendredi, j'ai mes séances, et de se fixer ça et de tenir ça les 2 prochaines semaines. Et en fait, l'idée, arriver à tenir ça pendant comme ça 2 semaines, ça va déjà permettre de créer des habitudes, de s'astreindre à un nouveau rythme. Et donc, potentiellement, par la suite, ça va permettre de tenir ces habitudes-là. Et peut-être que bah, les gars, ils vont commencer là, bah, à la sortie du podcast, et que dans 5 ans, bah, ils auront toujours le rythme et ils le tiendront toujours, quoi, tu vois. Donc, c'est Ouais, ça. ça serait Essayer de beau. se créer des habitudes. Parfait, merci beaucoup, Kylian. Et la dernière question, puisque toute l'idée du podcast, bah, c'est d'échanger avec les personnes qui, moi, à titre personnel, m'ont inspiré, ont pu me donner des pistes de réflexion sur mon chemin. Est-ce que toi, il y a des gens ou une personne en particulier que que tu affectionnes particulièrement et que tu pourrais nous recommander pour le podcast? Alors, bah, moi, en musculation, ce qui a un petit peu en partie fait mes bases, bah, tu le sais bien, c'est super physique. Donc, Rudy Koya. Lui, enfin, je pense que c'est clairement quelqu'un qui peut intéresser les gens, qui peut plaire et tout ça, de par sa façon d'expliquer des choses, de par son expérience aussi. Sinon, quelqu'un d'autre que j'apprécie beaucoup, surtout par ses connaissances, de par ses recherches, le fait qu'il soit toujours un petit peu en avant et précurseur sur plein de choses, bah, c'est Michael Gundil, que tu connais certainement aussi. Donc, qui a écrit tous les livres de la méthode de Lavier, quoi. C'est un petit peu lui la source de tout ça. Il a juste pas le nom sur le Mhm. livre. Voilà, c'est ces 2 personnes-là. Après, c'est vrai que Michael Gundil en podcast, si tu as déjà vu quelques podcasts de lui, tu sais bien que c'est tout un monde, quoi. C'est différent. Ouais. Mais voilà, c'est ces 2 personnes que je trouve qui peuvent être enrichissantes et intéressantes pour les gens. Après, évidemment, bah, Julien Venesson, dont on a parlé juste avant, je réfléchis comme ça. Comme ça, de prime abord, c'est des personnes que je trouve qui vaudraient la peine. Il y a aussi, pour le moment, je ne sais pas si tu le connais sur les réseaux sociaux, Iron Quest. C'est un très bon gars qui a un super physique aussi. Et il a fait beaucoup de vidéos orientées histoire. Donc c'est quelqu'un qui adore l'histoire par rapport à l'histoire du sport, l'histoire de la musculation, des sports de force. Et il a énormément, énormément de culture à ce niveau-là. Je suis sûr que c'est quelqu'un qui doit avoir plein, plein des petites choses, des pépites à raconter, quoi. Ok, eh ben, j'irai voir, tu vois, ça Et c'est prouve vrai aussi que ma lui, détermination. j'ai rarement vu des podcasts de lui. Je sais que pour le moment, il s'implique beaucoup, beaucoup sur les réseaux. Il fait beaucoup de projets. Donc, ça vaudrait la peine, sincèrement, d'avoir un podcast de lui, en connaître un peu plus sur lui et puis sur ses connaissances à travers tout ce qui touche à l'histoire, etc., quoi. Ouais, important. Se souvenir de son passé, c'est avoir de meilleures clés en main pour l'avenir. Ah, Ben, ça, je te c'est clair. remercie sincèrement, Kylian, d'être venu parmi nous. Eh ben, merci à Je toi pour remercie aussi l'invitation. les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Et je te laisse le mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde. Eh ben, du coup, entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien et créez des habitudes. Allez, ciao, ciao. Merci à On tous. réinvente pas la roue.
On réinvente pas la roue, mais c'est avec les choses simples que l'on progresse. Merci Kylian. Merci à toutes et à tous d'avoir poursuivi votre écoute jusqu'ici. J'espère que les sujets d'aujourd'hui vous ont touché et ont inspiré des questions et réflexions. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez aider la connaissance à faire son chemin en partageant sur les réseaux bien sûr, mais aussi simplement en parlant autour de vous. C'était Melvin sur Connaissance Podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée.